Suis-je parano ou ai-je halluciné? Mais aujourd'hui, mon père et moi étions en train de traverser le désert de Mojave pour aller à Los Angeles. C'était au coucher du soleil et comme toujours, je regardais les voitures qu'on croisait. J'aime bien observer qui conduit. On est passé à côté d'une voiture blanche et j'ai vu sur la banquette arrière un petit garçon qui avait la tête sortie par la fenêtre. Il était très pâle, chauve, et quand je l'ai regardé de plus près, j'ai vu que ses yeux étaient entièrement noirs. Au début, j'ai pensé qu'il portait des lentilles de cosplay ou quelque chose comme ça, mais il n'y avait aucun blanc dans ses yeux, juste du noir profond. Je n'ai pas trop paniqué sur le moment. Je me suis dit que c'était peut-être un cosplayer, et mon père aussi. Mais 10 minutes plus tard, alors qu'on avait déjà dépassé cette voiture, on a vu quelqu'un debout au milieu de la route, au loin. Mon père a ralenti, pensant peut-être lui proposer de monter, mais en s'approchant, on a remarqué que cette personne avait exactement le même aspect que le petit garçon vu plus tôt. Même teint blafard, même regard vide. Il était du côté droit, donc très proche de moi, qui était côté passager. Il nous a regardés sans aucune émotion, juste figés. Mon père a contourné la silhouette et a accéléré pour s'éloigner. Sur le chemin du retour, on en a parlé sans arrêt. Maintenant qu'on est rentré, on ne sait toujours pas ce qu'on a vu. On ne croit pas vraiment au paranormal, mais cette rencontre nous a laissé troublés. Ils avaient l'air humains, mais en même temps pas tout à fait. Il y avait quelque chose d'étrangement mort dans leur apparence. Le garçon sur la route ressemblait à un adolescent, très grand, très maigre, peau blanche comme du papier de verre, chauve et avec des yeux noirs profonds. Il ne portait qu'un haut noir à manches longues et un pantalon noir fin comme un pyjama. Il ne bougeait pas, juste immobile, à nous fixer pendant qu'on s'éloignait. Peut-être que c'était juste un habitant du désert, je ne sais pas. En décembre 2020, j'ai quitté le Massachusetts pour rejoindre mon copain de l'époque au Minnesota. Quelques mois plus tôt, en avril, j'avais fait le trajet inverse, du Minnesota vers le Massachusetts. Donc j'étais à l'aise avec la route, rien de nouveau pour moi, et j'avais l'habitude des longs trajets. J'avais prévu de faire le voyage en 2 nuits, 3 jours de route. Le deuxième jour, tout se passait normalement. Je m'arrêtais pour me dégourdir les jambes, aller aux toilettes, acheter des snacks, etc. Bref, routine classique. C'était l'hiver, donc la nuit tombait vite. Il devait être autour de 19 ou 20 heures, quand j'ai remarqué que je n'avais plus qu'un quart de réservoir. Je comptais rouler jusqu'à 23 heures avant de chercher un hôtel, donc je savais que je devais faire le plein rapidement. J'étais sur l'autoroute et j'ai vu un panneau indiquant 2 stations-service à la prochaine sortie. Parfait. J'ai pris la sortie sans changer mon GPS, pensant qu'il me remettrait sur l'autoroute automatiquement. Mais dès que j'ai quitté l'autoroute, l'ambiance a changé du tout au tout. Mon Bluetooth a cessé de fonctionner. Un autre panneau indiquait de tourner à gauche pour les stations, ce que j'ai fait. Il y avait beaucoup de brouillard, aucune voiture. J'ai roulé environ 3 km sans rien voir. Puis j'ai tourné à gauche près d'un magasin pour me garer et vérifier mon GPS. Le parking était complètement vide, mais les lumières du magasin étaient allumées et de la musique jouait, comme s'il était ouvert. Pourtant aucune trace de vie, pas même un employé. Mon GPS ne fonctionnait plus et je n'avais plus de connexion internet. Je me sentais extrêmement mal à l'aise, comme si quelqu'un m'observait. Mon corps me hurlait de partir, de quitter cet endroit immédiatement. Je savais que si je tournais à droite, je retrouverais l'autoroute, alors j'ai repris la route. Le brouillard était encore plus dense et une forte odeur d'encens flottait dans l'air, comme celui utilisé dans les églises catholiques. Ayant grandi dans une famille catholique, je l'ai reconnu tout de suite, mais il n'y avait aucune église en vue. Toujours aucune voiture, mais les lumières des maisons étaient allumées, donc ce n'était pas une ville abandonnée. Mon GPS s'est enfin remis à fonctionner et m'a indiqué la prochaine bretelle pour reprendre l'autoroute. Et il m'a proposé un itinéraire étrange. Tourner à gauche dans une rue sombre, puis 2 fois à droite avant de rejoindre la bretelle. J'ai commencé à tourner, mais une sensation de panique m'a envahi. Une voix intérieure me disait de ne pas y aller, de fuir. En regardant dans cette rue, j'ai vu qu'elle était plongée dans l'obscurité et que tout le brouillard semblait en sortir. L'odeur d'encens était encore plus forte.
J'ai fait demi-tour en vitesse, pris la bretelle et suis reparti sur l'autoroute. Le GPS a recommencé à fonctionner normalement dès que j'ai repris la route principale. J'ai roulé encore 1 heure avant de m'arrêter dans un hôtel avec une station-service à proximité. Le lendemain, je suis arrivé chez mon ex sans problème. Je sais, petite ville, j'en couchais tôt, pas de circulation, le brouillard est normal en hiver. Il y avait sûrement une église quelque part. Les stations étaient peut-être juste un peu plus loin. Et voilà, je me souviens avoir pris une photo de la route pour la montrer à mon copain. Impossible de la retrouver. Mon historique Google Maps ne montre aucun détour, comme si je n'étais jamais sorti de l'autoroute. Et je me souviens avoir raconté ça à 2 amis, mais je ne retrouve aucune trace de ces conversations, et ils ne s'en souviennent pas. C'était comme si j'avais été dans un autre monde, un endroit où je n'étais pas censé être. J'ai eu peur tout le temps, même quand j'ai failli tourner dans cette rue, et pourtant j'ai presque fait demi-tour. Pour vous donner un peu de contexte, j'avais 11 ou 12 ans à l'époque et je vivais dans une toute petite ville de Floride appelée Mulberry. En gros, on avait un McDonald's, une épicerie de quartier et quelques petits commerces familiaux. Tout était à environ 10 à 20 minutes en voiture. Mon quartier était relié à la Highway 60, une route assez tristement célèbre pour ses nombreux accidents. Un soir, vers 23h, on a décidé d'aller chercher à manger chez McDonald's. Mon père était routier, donc dîner tard n'était pas inhabituel. Mon frère, il devait avoir entre 18 et 20 ans, et moi avons accompagné notre père et nous sommes allés au restaurant. Les rues étaient désertes et le drive était heureusement vide. On discutait tous de quelque chose sur le chemin du retour quand soudainement le silence s'est installé. Sur le côté droit de la route, il y avait une femme qui marchait. Quelque chose dans sa façon de marcher était étrange. Ses bras ne bougeaient pas, ne se levaient pas avec ses pas, ils pendaient simplement. Son allure était plus lente que celle d'une marche normale. Elle portait une très longue robe blanche, pratiquement immaculée. Je me souviens que mon père a eu un petit rire nerveux du genre « Pourquoi elle porte ça à cette heure-là » Le plus bizarre, c'est que quelques instants après l'avoir dépassée, aucun de nous ne pouvait se rappeler son visage. On se souvenait tous de ses longs cheveux et de sa robe blanche, mais impossible de décrire ses traits. Quand je me suis retourné, elle marchait toujours dans la même direction, au même rythme, disparaissant lentement dans l'obscurité. C'est tout à fait possible qu'on ait simplement été un peu effrayé à cause de l'heure tardive, mais ce souvenir me hante encore aujourd'hui. Il était très rare de voir quelqu'un marcher sur le bord de cette route, surtout la nuit, et à cette heure-là, il n'y avait vraiment nulle part où elle aurait pu aller, à part le McDonald's qui n'était ouvert qu'en drive à ce moment-là. La direction d'où elle venait ne comportait aucune maison ni structure sur plusieurs kilomètres, ce qui signifie qu'elle aurait dû marcher pendant au moins 1 heure pour arriver là où on l'a vue. En plus, très peu de gens marchaient près de cette autoroute à cause du nombre élevé d'accidents. Je ne sais pas quoi en penser, mais même des années plus tard, ça me semble toujours étrange. En 2017, nous avons fait notre premier vrai voyage en famille depuis 10 ans. On a commencé par Carlsbad, puis passé une nuit à Roswell, avant de remonter vers le nord, jusqu'à une petite cabane qu'on avait réservée au Colorado. On vient du Texas, autant dire que chez nous, tout est plat, franchement déprimant. On voulait des montagnes et j'étais déterminé à prendre la route panoramique. Pas question de prendre l'autoroute. C'est moi qui conduis et j'adore la beauté des petites routes. Je n'avais jamais traversé cette partie de l'État auparavant et le nord-est du Nouveau-Mexique s'est révélé étonnamment magnifique. Des hautes collines rouges abruptes de chaque côté, couvertes de fleurs sauvages et de sauge. Fenêtres ouvertes, l'odeur était incroyable. Je ne sais pas exactement où on était, je ne me souviens d'aucun nom de village. À un moment, on a vu des panneaux indiquant qu'on entrait sur des terres de réserve et j'ai espéré qu'on pouvait y passer sans problème. On ne voyait pas le soleil se coucher, mais sa lumière faisait tout autour de nous briller. C'était magique.
Peu après la réserve, la nuit est tombée et les collines violettes se sont aplaties. On est entré dans une longue portion de route presque entièrement plate, avec quelques collines douces et des champs bordés de talus. C'est là que ça a commencé à devenir étrange. On était seuls sur la route depuis des heures, à part quelques camions croisés en sens inverse. Les phares étaient allumés et je surveillais attentivement les animaux près de la route. Par réflexe, j'ai vérifié mes rétroviseurs et j'ai vu un seul phare à environ 1 kilomètre derrière nous. Une moto évidemment. Je l'ai observée pendant longtemps. Elle gardait toujours la même distance, ce que j'ai trouvé bizarre et un peu flippant. Je respectais la limite de vitesse, surtout pour éviter d'écraser une bestiole. J'en ai esquivé une bonne demi-douzaine, mais dans cet endroit, j'aurais pu rouler bien plus vite. Beaucoup de conducteurs m'auraient dépassé agacé, mais ce motard mystérieux restait derrière nous, parfois caché derrière une colline, mais toujours à notre rythme exact. Au bout d'un moment, j'ai remarqué que la lumière semblait trop haute pour une moto. Peut-être un camion avec un phare cassé. J'ai fini par être nerveuse. Tout le monde dormait et j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je n'avais vu aucun panneau de ville depuis des kilomètres, alors j'allais devoir m'arrêter sur le bord de la route. Dieu merci, il faisait nuit. Je me suis arrêtée et j'ai attendu que le véhicule nous dépasse. Il ne l'a pas fait. Je suis sortie de la voiture, j'ai encore attendu en écoutant. Aucun bruit de moteur, pas d'insectes, juste le vent. Ce type aurait dû nous dépasser depuis longtemps. Il a dû bifurquer quelque part sur une route que je n'ai pas vue. Tant pis, j'en pouvais plus. Je suis allée derrière la voiture en espérant qu'elle me cacherait si quelqu'un passait. Je fais pipi aussi vite que possible, mais pas assez vite. Quelqu'un pourrait me voir, je le savais. Dans le noir, caché derrière la voiture, sans aucun signe de vie autour, je me sentais observée. J'ai fini aussi vite que possible et j'ai verrouillé les portes en remontant. Ma famille s'est réveillée et a décidé de profiter de l'arrêt aussi, à mon grand désespoir. Je ne voulais pas expliquer pourquoi je leur disais de se dépêcher, mais je les ai pressés, tout en surveillant la route vide derrière nous. 1 kilomètre plus loin, la lumière est réapparue. Elle nous a suivis exactement de la même manière, toujours à la même distance, avant de disparaître soudainement à quelques kilomètres de la frontière du Colorado. C'était l'été 2006. Un soir chaud, comme tant d'autres, mon amie Anne-Kate est passée chez moi. On a discuté un moment, laissé le temps s'écouler doucement entre nous. Puis, sur un coup de tête, on a décidé d'aller faire un tour jusqu'au barrage pas très loin, en quête d'un peu de fraîcheur et d'évasion. Il était environ 19h50 quand nous sommes partis. Je conduisais la moto. Anne-Kate était assise derrière moi. En une demi-heure, nous avons atteint le virage qui quitte l'autoroute pour aller vers le barrage. Mes yeux étaient fixés sur la jauge d'essence, car j'étais en réserve. Sur la route, nous avons été surpris de ne croiser personne, ni allant vers le barrage, ni en revenant. Juste un homme à vélo est passé, et j'ai plaisanté. Il a l'air lugubre, celui-là. C'était un grand type, habillé tout en blanc. En avançant, je continuais à surveiller le compteur kilométrique qui était bloqué à 40 km/h. J'étais inquiet de la distance. Je ne voulais pas tomber en panne dans un endroit pareil. On discutait tout le long, seul sur cette route. Je lui ai demandé si c'était toujours aussi désert. Il m'a répondu que non, ce n'était pas habituel. Je me demandais pourquoi il n'y avait personne. Le compteur restait bloqué sans avancer. Finalement, nous sommes arrivés au barrage, et là, choc, pas une seule personne, toutes les boutiques fermées. Il était seulement 20h40, et d'après ce que m'avaient dit mes autres amis, il y a du monde jusqu'à 23h. Mais là, rien. Pas un oiseau, pas un animal, juste le silence et les volets clos. J'ai dit à mon ami que je ne le sentais pas, que je n'avais pas envie de rester. Il était d'accord. J'ai fait demi-tour et là, surprise, le compteur s'est remis à fonctionner. Il a sauté de 8 km d'un coup, comme s'il avait été figé tout ce temps. Sur le chemin du retour, on continue à parler, quand soudain un virage, mon ami s'est tu. Il regardait sans cesse derrière lui. Je lui ai demandé ce qui se passait, il m'a juste dit « Conduis vite, sors-nous d'ici ». J'ai accéléré, on est rentré chez moi vers 21h20. Il est reparti chez lui et je suis rentré. Vers 22h30, il m'a appelé. Il m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose de bizarre là-bas. J'ai dit oui. Il m'a proposé qu'on échange nos expériences. Je lui ai parlé du compteur bloqué, puis qui a sauté de 8 km.
Il m'a alors raconté qu'au virage où il s'était tu, il avait entendu quelqu'un l'appeler par son prénom 3 ou 4 fois. Il n'a vu personne, mais les voix étaient là. Il m'a demandé si j'avais bien regardé l'homme à vélo. J'ai dit que j'avais juste remarqué ses vêtements. Il m'a alors dit que cet homme n'avait pas de yeux, juste du noir à la place, et qu'il nous avait fixés en passant. J'ai eu peur et je lui ai demandé de venir me voir le lendemain. Le lendemain, il est venu vers 13h. On a décidé de retourner là-bas en plein jour pour poser des questions aux commerçants. Une fois sur place, c'était bondé. J'ai garé la moto et on est allé voir un vendeur. On lui a demandé à quelle heure les boutiques ferment habituellement. Il nous a répondu vers 22h30. Je lui ai demandé pourquoi elles étaient toutes fermées la veille à 20h40. Il nous a regardés surpris. Plaisanter ? Elles étaient toutes ouvertes jusqu'à 22h30, j'étais là moi-même. On lui a dit qu'on était venu la veille et qu'il n'y avait personne. Il nous a demandé si on avait bu. On a vérifié avec d'autres commerçants. Tous ont confirmé que les boutiques étaient ouvertes jusqu'à 22h30. On n'est pas resté longtemps, on est reparti sous le choc. Ça s'est passé durant l'été 2004. J'étais adolescent à l'époque et je conduisais notre voiture avec ma mère sur le siège passager. Nous rentrions en Californie après un long road trip et pour ça, nous devions traverser le Nevada. Ça impliquait de passer par le centre de l'État sur des routes souvent désertes, sans voiture ni ville à proximité. Je me souviens qu'il faisait nuit et qu'il pleuvait. Nous avions décidé de continuer à rouler jusqu'à trouver une ville avec un motel. Je ne me souviens plus exactement de quelle autoroute il s'agissait, mais je me rappelle qu'il n'y avait aucune autre voiture sur la route qui était droite sur des kilomètres. Alors que je conduisais, ma mère et moi avons aperçu quelque chose devant nous sur la route, mais pas tout à fait dans la voie. J'ai d'abord pensé que c'était un panneau, mais en nous rapprochant, nous avons réalisé que ce n'était pas un panneau, mais une silhouette très grande. Ma mère m'a immédiatement dit de passer dans l'autre voie de cette route à 2 voies pour mettre de la distance entre nous et cette chose. J'ai obéi. En approchant, les phares de la voiture ont éclairé la silhouette. Autant que je me souvienne, c'était un homme très grand, à la peau blanche, complètement chauve. Je ne me rappelle même pas avoir vu des sourcils. Il portait un long manteau sombre, mais sa tête était découverte. Ce qui m'a vraiment glacé, c'était son expression. Un visage solennel, presque sans émotion. Il ne nous regardait pas, mais fixait quelque chose derrière nous, légèrement en biais. Il n'avait ni sac ni équipement, juste ce manteau qui lui arrivait jusqu'aux pieds. Ma mère et moi l'avons vu clairement, et il était encore plus effrayé que moi, mais c'était vraiment flippant. J'ai essayé de me raisonner. Pourquoi un homme d'au moins 2 mètres serait-il debout sur une route désertique en pleine nuit, sous la pluie, à des kilomètres de toute ville ou structure ? Mes hypothèses les plus rationnelles étaient qu'il s'agissait d'un militaire en entraînement, venant peut-être d'une base proche, ou d'un homme souffrant de troubles mentaux. Mais son calme, son immobilité et son regard vide ne correspondaient à aucun de ces scénarios. Depuis, j'ai cherché s'il existait d'autres témoignages similaires dans le désert du Nevada. Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelque chose de semblable ? C'est resté l'événement le plus étrange, inexpliqué de ma vie, et ma mère et moi en parlons encore parfois, comme d'un moment totalement bizarre et inquiétant. Il y a quelques années, j'étais dans une situation financière difficile et j'ai commencé à travailler pour un homme âgé, propriétaire d'une ferme. C'était l'un des mecs les plus cool que j'ai jamais rencontrés. Il était trop vieux pour travailler beaucoup, mais il passait toujours du temps avec moi pendant que je faisais les corvées qu'il avait à faire et nous discutions de tout et de rien. J'ai toujours été intéressé par le paranormal, alors un jour, je lui ai demandé s'il avait déjà vécu une expérience qu'il ne pouvait pas expliquer. Il m'a dit qu'il avait effectivement une histoire à raconter, mais qu'il n'était pas encore prêt à me la raconter. Alors j'ai attendu. Plusieurs mois passent, puis un jour, à l'improviste, il me raconte l'histoire suivante.
Je conduisais pour une entreprise de pièces automobiles il y a de très nombreuses années. Un hiver, je transportais une cargaison de pièces du Tennessee vers New York. En plein milieu du trajet, une terrible tempête a éclaté et a forcé la fermeture des routes principales. Comme j'avais déjà fait ce trajet plusieurs fois, j'ai décidé de prendre quelques routes secondaires pour rejoindre l'autoroute un peu plus loin. Mais rapidement, la tempête a empiré et je me suis retrouvé hors de la route, coincé avec très peu de carburant. Au début, je m'inquiétais surtout des dégâts sur le camion, mais à mesure que la tempête faisait rage et que mon carburant diminuait, j'ai compris que j'étais en réel danger. À minuit, la neige atteignait les genoux et ne montrait aucun signe d'accalmie. Je grelottais. Le chauffage du camion ne suffisait pas à contrer le froid glacial, alors je me suis dit que si je devais mourir, ce serait en essayant de m'en sortir à pied. Ma carte indiquait une ville à environ 16 km au nord de l'endroit où j'étais sorti de la route et rien dans aucune autre direction. Je me suis emmitouflé du mieux que je pouvais et je suis parti. 2 heures plus tard, je suis passé devant un panneau indiquant qu'il restait encore 14 km. Là, j'ai su que j'allais mourir sur cette route cette nuit-là, mais je n'ai jamais abandonné, alors j'ai continué à avancer. 2 heures de plus passent. La neige m'aveugle, le vent me repousse à chaque pas et je n'ai plus d'énergie. Je m'assois dans la neige pensant me reposer un peu, mais je me suis probablement endormi. Je me suis réveillé quelque temps plus tard, secoué par un jeune homme. Il m'a aidé à rejoindre sa maison, un peu plus loin sur la route. J'ai rencontré sa femme qui m'a préparé une tasse de café et son fils et entretenait le feu de cheminée pour me réchauffer. J'ai dormi le reste de la nuit sur leur canapé, sous une couverture chaude près du feu. Le lendemain matin, l'homme, je crois qu'il s'appelle Bill, m'a conduit jusqu'à la sortie de la ville avec son 4x4. Il m'a dit qu'il y avait une station-service à quelques rues de là et qu'il pourrait sûrement m'aider. Je l'ai remercié et lui ai proposé $20, qu'il a refusé. Il a fait demi-tour et est reparti. Quand je suis arrivé à la station, j'ai expliqué où se trouvait mon camion et ils ont dit qu'ils allaient envoyer une dépanneuse immédiatement. On m'a dirigé vers un petit restaurant où je pouvais prendre un petit déjeuner chaud en attendant. Quelques heures plus tard, nous examinions les dégâts sur mon camion. Rien de trop grave, surtout des dommages esthétiques, le pire étant une jante et un pneu cassé. Ils avaient une pièce de rechange et m'ont dit qu'ils pourraient me remettre sur la route assez rapidement. Pendant que le mécanicien terminait, je suis allé régler la facture. En discutant avec le monsieur derrière le comptoir, je lui ai raconté comment j'avais été sauvé et lui ai demandé s'il connaissait cette famille. Il m'a répondu que personne ne vivait dans cette zone depuis qu'un incendie avait ravagé la forêt quelques années auparavant. Il m'a dit que c'était une tragédie terrible. Son fils et sa famille avaient péri dans les flammes dans leur maison. Puis il a sorti son portefeuille et m'a montré une photo de son fils. Mon visage a dû trahir mon émotion, car il m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai répondu, mais c'est lui, c'est l'homme qui m'a ramassé sur la route. J'ai rencontré sa femme et son fils. Le visage de l'homme est devenu rouge de colère. Il s'est mis à m'insulter, m'a traité de menteur, a contourné le comptoir en levant le poing et m'a crié. Je ne sais pas quel genre de blague vous essayez de faire, mais sortez immédiatement de mon magasin. Je suis sorti en reculant pendant qu'il hurlait des obscénités depuis l'entrée. Je suis monté dans mon camion et je suis parti. Je n'ai même pas pu payer. Honnêtement, je ne sais même pas comment expliquer ça, mais ça me hante et j'ai besoin de le raconter. Le week-end dernier, ma sœur 25 ans et moi 28 ans revenions d'un gala chic. Elle portait une longue robe dorée brillante avec des motifs, une vraie robe de soirée, et moi un costume noir simple. Il était environ 22h30, nuit noire, et nous roulions sur une route complètement déserte. Pas de lampadaire, pas de voiture, juste des arbres à perte de vue de chaque côté, vraiment l'ambiance milieu de nulle part. Après environ 20 minutes de route, elle a soudain dit « Il faut que je fasse pipi, genre maintenant ». Je pensais qu'elle plaisantait, mais elle était sérieuse. Alors je me suis garé sur le bas-côté, mais le bord de la route était rempli de plantes sèches et épineuses. Pas du tout le genre d'endroit où on veut s'accroupir, surtout pas avec une robe comme la sienne. Elle a regardé autour et a dit « Allons dans les arbres, je peux pas faire ça ici ». Elle était nerveuse à l'idée d'y aller seule, alors je lui ai dit que je l'accompagnerais. On a marché environ 100 mètres dans les bois avec la lampe de mon téléphone,
juste assez loin pour ne pas être vue depuis la route, même si franchement il n'y avait personne à voir. Elle a enfin trouvé une petite clairière et m'a dit de me retourner. Sa robe était une vraie galère. Elle devait rassembler tout le tissu et le tenir bien haut autour de sa taille pour pouvoir s'accroupir sans l'abîmer. Elle avait l'air super maladroite en essayant de ne pas trébucher. Bref, je me suis retournée, j'ai fait quelques pas et j'ai aussi décidé d'en profiter pour faire pipi. Par respect et parce que c'était un peu bizarre, on a décidé d'éteindre la lampe. Noir total. Le seul bruit c'était, vous voyez, pipi sur des feuilles sèches. Et là, sans blague, elle a hurlé. Un cri a glacé le sang. J'ai paniqué en plein milieu de mon affaire et j'ai essayé de rallumer la lampe. Elle était toujours accroupie, la robe dans les mains, complètement terrifiée, regardant derrière elle. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» et elle m'a juste regardé et m'a dit « Quelqu'un m'a touché, sur les 2 épaules comme des vraies mains. » Je vous jure sur tout ce que j'ai, il n'y avait personne autour de nous. J'ai immédiatement fait un tour complet avec la lampe, éclairant entre les arbres et les buissons, même en l'air comme un fou. Mais rien, aucun bruit d'animal, pas de bruissement, juste le silence des bois. Elle était presque en larmes, essayant de remettre sa robe, et ça prenait une éternité. À ce moment-là, pendant qu'elle se rhabillait, j'ai entendu des pas. C'était comme si quelqu'un marchait lentement sur les feuilles, en tournant autour de nous. Pas vite, juste délibéré. Je n'ai rien dit au début pour ne pas l'effrayer davantage, mais elle m'a regardé et m'a dit « Tu entends ça ?» On est resté figé quelques secondes, puis on a détalé. On a couru dans la direction où on pensait que la voiture était, mais on ne l'a pas trouvée. C'était comme si on était sorti d'un autre endroit des bois. La panique a commencé à monter, on avait l'impression de tourner en rond, puis on a vu une sorte de creux sombre dans les arbres à une centaine de mètres, comme une ouverture de grotte ou quelque chose du genre, mais on n'a pas osé s'en approcher. Finalement, après environ 7 minutes, on a retrouvé la route, mais là où on était entré. On était sorti à environ un demi-kilomètre de la voiture. Quand on l'a vue, on a couru vers elle, verrouillé les portes, et on n'a pas dit un mot pendant tout le trajet jusqu'à l'hôtel. Je n'ai jamais vu ma sœur aussi secouée. Ce n'est pas le genre à inventer des histoires de fantômes, et honnêtement, je l'ai senti aussi. Il y avait quelque chose qui clochait là-bas. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé, mais une chose est sûre, on ne s'arrêtera plus jamais dans les bois, jamais. Je n'étais pas seule dans le véhicule quand c'est arrivé. Il y avait 2 autres personnes et elles ont vécu exactement la même chose. En décembre 2022, je faisais un trajet vers Fresno pour aller chercher une voiture que j'avais achetée. Pour une raison quelconque, j'ai pris la route du sud, ce qui n'est généralement pas recommandé. Étant originaire de la région de Monterey Bay, j'aurais dû prendre la route du nord, mais bon. On est parti vers 20h. J'ai conduit tout du long. Je n'étais pas fatigué, j'étais même très excité à l'idée de récupérer la voiture le lendemain matin. Sur l'autoroute 145, à environ 3/4 du trajet, on roulait tranquillement, quand quelque chose a attiré mon attention du coin de l'œil. J'ai levé le pied, pensant que c'était un chien, puis j'ai réalisé que ce que je voyais n'était pas entièrement formé. C'était translucide, mais sombre, comme une ombre vivante. Ça ressemblait à un singe à 4 pattes, et ça courait aussi vite que mon camion. Ça a commencé sur une colline, a descendu en diagonale, puis a couru à côté de mon véhicule avant de traverser la route. Là, j'ai freiné fort, mais je ne me suis pas arrêté complètement. J'ai roulé encore 30 secondes. J'ai regardé ma passagère et j'ai demandé « Tu as vu ça ?» Elle et son mari ont tous les 2 répondu « Oui ». Puis j'ai demandé « C'était réel ?» Et ils ont tous les 2 dit non en même temps. J'étais terrifiée, mais je savais que je n'avais pas le choix. On était presque arrivé. Je me suis dit que c'était une de ces choses qu'on voit, mais que personne ne croirait si on en parlait. Mais environ 50 km plus loin, mon GPS est devenu complètement noir. Je savais que je devais rester sur cette route, mais quand le GPS est revenu, il m'a immédiatement fait tourner sur un chemin de terre. Je me suis dit pourquoi il me fait passer par là, mais j'ai pensé qu'il y avait peut-être du trafic ou que c'était un itinéraire alternatif pour raccourcir le trajet. Donc j'ai tourné à gauche sur ce chemin que j'ai surnommé la route de Bob et j'ai continué pendant environ 1 kilomètre. Soudain, j'ai vu une camionnette comme un véhicule utilitaire posé au milieu de la route. J'ai ralenti et cette camionnette était sous un lampadaire. J'ai demandé à mon amie « Tu peux voir si je peux passer à côté ?» Elle m'a répondu « Non, je ne peux pas dire, c'est trop loin. » Et plus on s'approchait, plus quelque chose me disait de ne pas continuer. Mon cœur battait à tout rompre, surtout après ce qui venait de se passer avec le singe fantomatique.
J'ai donc fait demi-tour, je suis retourné sur la 145 et j'ai repris la route. Je ne sais pas quelle route c'était, j'aimerais pouvoir retrouver ce trajet dans Google Maps, mais étrangement, mes historiques remontent à plus de 5 ans. Et ce trajet-là est totalement absent, comme si je n'y étais jamais allé. Pourtant je sais que j'y suis allé, j'ai ramené la voiture. Ceci est l'histoire de l'ami d'enfance de mon frère. Nous avons grandi dans le même quartier et nos familles ont toujours été proches. L'ami de mon frère est maçon de profession. C'est un homme travailleur qui s'est construit une vie stable et confortable. Cependant, il n'était pas considéré comme beau selon les standards habituels, ce qui rendait difficile pour lui de trouver une épouse. Il décida donc de chercher une femme en dehors de notre ville, dans une région plus rurale. Cette recherche le mena dans un village reculé d'Azad-Cachemire, où il trouva une jeune fille très belle. Sa famille pauvre cherchait un homme stable et responsable, capable d'offrir une bonne vie à leur fille. Ils acceptèrent rapidement la proposition de mariage. Le jour du mariage arriva et la mariée fut amenée d'Azad-Cachemire jusqu'à notre ville. Selon notre tradition, la mariée est assise parmi les invités pendant un moment, afin que chacun puisse la saluer et lui offrir des cadeaux. Étant amis proches de la famille, nous étions également invités. À mon arrivée, je remarquai que la mariée ne se sentait pas bien. Peut-être avait-elle trop chaud, car Azad-Cachemire a un climat bien plus frais que notre ville. Malgré les ventilateurs, elle s'est évanouie rapidement. Tout le monde était inquiet. Ma famille est considérée comme assez raisonnable dans notre quartier, et comme mon père était malade, nous avions un tensiomètre à la maison. J'avais l'habitude de vérifier la tension des personnes malades dans notre quartier, comme service communautaire. Ma mère me demanda immédiatement d'aller chercher l'appareil pour vérifier la tension de la mariée. J'ai couru chez moi, pris le tensiomètre et j'ai vérifié sa tension qui était très basse. Je conseillais à sa famille de lui donner de l'eau mélangée à des électrolytes pour la stabiliser, mais son état ne s'améliora pas. Sa belle famille l'emmena alors dans une chambre pour qu'elle se repose. La cérémonie de mariage se termina et tout le monde rentra chez soi. Tard dans la nuit, nous apprîmes que son état s'était aggravé. Ma mère se rendit chez eux pour prendre de ses nouvelles et fut choquée par ce qu'elle vit. Les yeux de la mariée étaient retournés, ses membres tordus, et elle écumait de la bouche. La famille expliqua qu'au moment de la proposition de mariage, ils avaient mentionné qu'elle avait quelques problèmes spirituels, mais ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi grave. Le marié contacta immédiatement un religieux. Après quelques calculs, celui-ci révéla que des génies mâles, djinns, étaient attachés à la jeune fille et l'empêchaient de commencer une nouvelle vie. Comme le mariage avait eu lieu et qu'elle était venue dans notre ville, des djinns l'avaient suivie. Le marié, avec l'aide de mon frère, ramena la mariée en état critique à Azad-Cachemire pour obtenir l'aide directe du religieux. Mon frère fut témoin de tout ce qui se passa ensuite. Pendant le traitement, le religieux demanda au marié d'appuyer sur le pouce de la mariée. Lorsqu'il le fit, elle se redressa d'un coup et de voix distinctes parlèrent à travers elle. Les djinns affirmaient qu'ils aimaient la jeune fille et qu'ils ne la laisseraient pas commencer une vie avec un autre homme, disant qu'elle était déjà mariée avec eux. La séance fut intense. Le religieux pratiqua des soins spirituels pendant 2 ou 3 jours. Mon frère resta auprès de son ami pour le soutenir durant cette épreuve. Finalement, les djinns furent chassés de son corps et elle se rétablit complètement. Aujourd'hui, la jeune femme va parfaitement bien et mène une vie heureuse. Elle est désormais mère de 3 enfants. Ça fait maintenant presque 2 mois que cette expérience a eu lieu. Ma famille et moi avons pris l'avion pour Boston afin de rendre visite à ma sœur et nous avions prévu d'y rester 4 jours. Le premier jour, 6 août, s'est très bien passé. Nous sommes allés à Cape Cod et avons fêté l'anniversaire de ma mère dans un restaurant le soir. Le deuxième jour, 7 août, nous avons décidé d'aller à Salem pour que chacun puisse faire une lecture psychique. Dans la boutique où le médium faisait ses lectures, elle a conseillé à ma mère d'acheter un cristal obélisque noir pour repousser les mauvaises énergies et les esprits, car ma mère avait des personnes toxiques dans sa vie. Elle l'a acheté. Après notre passage à Salem, nous avons pris la route vers le Cohen Estate à Ipswich.
Nous y avons passé environ 2 heures à marcher un peu à l'intérieur, puis surtout à flâner derrière le domaine et sur la plage voisine. Ce matin-là, nous avions envisagé de réserver un hôtel dans les montagnes au nord pour y passer une nuit, et nous avons procrastiné jusqu'à notre départ du Queen Estate. J'ai cherché sur hotel.com un hôtel sympa et abordable dans le New Hampshire. Après avoir consulté quelques options, j'en ai trouvé un avec une belle vue sur les montagnes à North Conway. Alors je l'ai réservé. Après 2 heures de route à travers les magnifiques paysages montagneux de New Hampshire, nous sommes arrivés à l'hôtel. Rien ne semblait anormal ou effrayant, pas le moindre signe. Jusqu'ici, nous avions passé un séjour merveilleux, exploré la Nouvelle-Angleterre et nous étions reconnaissants pour ces quelques jours avant de rentrer. L'ambiance était parfaite, mais cette nuit-là allait tout changer. 3h15 du matin, le 8 août 2025. Je me suis réveillée en sursaut au milieu de la nuit et j'ai vu ma mère debout au bord du lit, en train de hurler comme si elle était en train de se faire tuer. Elle avançait lentement vers la porte d'entrée à quelques pas. Je me suis levée en vitesse et je l'ai prise dans mes bras, mais pendant que je la serrais, elle était tirée, traînée par une force invisible que je ne peux qualifier que de démoniaque. Elle continuait à hurler et nous étions tous les deux traînés vers la porte. Une terreur absolue m'a envahi. La force était si puissante que mes orteils se sont recroquevillés et ont été meurtris par la violence de cette chose. Ce qui n'a duré que 10 secondes a semblé être une éternité en enfer. Heureusement, ma sœur a allumé la lumière et tout s'est arrêté. Je me suis effondrée au sol, prête à perdre connaissance. J'ai commencé à pleurer, effondrée en criant. Elle allait t'emmener, elle allait t'emmener. Ma mère s'était réveillée, mais elle ne se souvenait de rien. Elle était terrifiée, pensant que j'avais fait un mauvais rêve ou que quelque chose m'avait possédée. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, mais moi je suis convaincue que cette force allait l'emmener hors de la pièce si je n'étais pas intervenue. Quelques minutes plus tard, alors que nous étions tous sous le choc, ma sœur a raconté ce qu'elle avait vu. Elle dormait sur l'autre lit et quand elle a entendu nos cris, elle a d'abord pensé qu'il y avait un rat sur le lit, mais un rat ne provoquerait pas des hurlements aussi terrifiants. Ensuite, elle a cru que quelqu'un s'était introduit dans la chambre et qu'on se battait contre lui. Mais elle a vu ma mère et moi recroquevillés, sans personne d'autre dans la pièce, et elle a compris que quelque chose de terriblement sinistre venait de se produire. Elle n'avait aucun mot, moi non plus, personne dans la pièce n'en avait. C'est l'expérience la plus traumatisante et terrifiante que j'ai vécue de toute ma vie. Je souffre encore aujourd'hui. Même si je dors mieux qu'il y a un mois, je reste allongée dans mon lit, avec au fond de moi la peur que cela puisse recommencer. Cette nuit-là a bouleversé toutes mes croyances. Je crois désormais fermement que le monde spirituel existe. Je n'y croyais pas, car je n'avais jamais rien vécu de tel. Mais cette nuit-là, je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Ça existe. À ce jour, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Une partie de mon cerveau veut croire que ce n'était qu'un mauvais rêve et qu'il faut l'oublier. L'autre partie me dit que c'est bel et bien arrivé, que c'était réel, et cette pensée me glace le sang. Je suis un garçon de 18 ans, vivant au Bengale occidental, en Inde. Le village de mes grands-parents s'appelle Unna. C'est une île isolée sur la rivière Mondeswari. Il existe des centaines d'histoires de djinns et de fantômes dans mon village, mais je vais vous raconter la plus ancienne. Très peu de gens la connaissent. Mon arrière-grand-mère, du côté maternel, est décédée il y a 3 ans. 2 mois avant sa mort, elle nous a raconté un événement survenu lorsqu'elle était préadolescente. Elle avait une tante maternelle réputée pour sa beauté. Leur famille appartenait aux Zamindars, c'est-à-dire des nobles. Dès qu'elle a eu 12 ans, son grand-père a commencé à faire des cauchemars dans lesquels un homme lui disait de ne jamais marier sa petite-fille, car elle serait sa femme. Le grand-père a consulté un ancien du village pour comprendre la signification de ce rêve. L'ancien lui a dit que l'homme qu'il voyait était un djinn tombé amoureux de sa petite-fille. Mais qu'il ne croyait pas vraiment au djinn, il avait peur pour elle. Il a donc refusé la plupart des propositions de mariage. Mais il y avait une personne qu'il ne pouvait pas refuser. Le petit-fils de son meilleur ami. Ce garçon était un ami d'enfance de la jeune fille et venait souvent chez eux. Lorsqu'il a demandé sa main devant toute la famille, le grand-père n'a eu d'autre choix que d'accepter. Elle, la tante, avait alors 15 ans. Tout se déroulait normalement jusqu'à la veille du mariage. La mariée était dans une pièce avec ses demoiselles d'honneur, dont mon arrière-grand-mère, quand l'incident s'est produit. Soudain, sa coiffure traditionnelle, appelée kopoa, est devenue extrêmement rigide. Elle a commencé à avoir très mal à la tête. Personne ne comprenait ce qui se passait, sauf le grand-père.
Son pire cauchemar devenait réalité. La coiffure est restée ainsi toute la nuit. D'autres phénomènes paranormaux ont également eu lieu. Cette nuit-là, le grand-père a revu l'homme en rêve, cette fois furieux, qui l'a averti. Ne refais jamais cette erreur, sinon les conséquences seront terribles. Le lendemain, la coiffure redevint normale, mais le mariage fut annulé. Le garçon ne fut plus autorisé à entrer dans la maison, jusqu'à la mort du grand-père 3 ans plus tard. Après ça, le garçon recommença à leur rendre visite, et peu à peu, tout le monde oubliait l'avertissement du grand-père. 5 ans après l'incident, le mariage eut lieu à nouveau. Cette fois, rien de paranormal. Le marié portait un sherwani blanc traditionnel. Son visage rayonnait de bonheur. Malheureusement, ce bonheur fut de courte durée. Cette nuit-là, la mariée était dans sa chambre avec ses amis et ses sœurs. Soudain, les fenêtres et les portes de la maison se mirent à trembler violemment. Des cris terrifiants se faisaient entendre dehors. Une odeur nauséabonde envahit la chambre de la mariée. Tout le monde sortit sauf elle, qui pleurait à l'intérieur. Le marié, réalisant son erreur, demanda la permission au père pour entrer. Dès qu'il entra, la porte se referma derrière lui et ils furent enfermés. Il fallut 3 à 4 heures pour briser la porte. Ce qu'ils virent les bouleversa profondément. La pièce était couverte de sang. La mariée avait disparu et le marié gisait au sol. Sa tête était tordue dans l'autre sens, ses yeux sortis de leur orbite, sa peau pâle. Le magnifique sherwani blanc était taché de sang. Sur une chaise se trouvait un petit sac, à l'intérieur une pièce d'or. C'était le prix de la mariée. Le père passa ses jours et ses nuits à chercher sa fille, mais en vain. Ils durent accepter qu'elle était perdue. Le sac fut enfermé dans un coffre en fer et enterré sous terre. Ils le considéraient comme la tombe de leur fille. 3 ans plus tard, le père fit un rêve dans lequel l'homme lui dit que sa fille était vivante et heureuse. Ils avaient même 2 enfants ensemble, et le sac était un trésor qui donnerait une pièce d'or chaque fois qu'on y mettrait la main. Le père ne vérifia jamais si c'était vrai, car rien ne pouvait compenser la perte de sa fille. Aujourd'hui, cette maison est abandonnée et hantée, emplie d'histoires de fantômes. On l'appelle la maison du maître. Il semble que ce fut le premier incident paranormal dans cette maison. Elle est assez proche de celle de mes cousins, où nous allons pendant les vacances. Peut-être que le coffre est encore là, quelque part, mais nous ne le saurons jamais. J'en ai parlé à mes parents, à mes amis, à mon épouse. On en rit, on fait comme si c'était drôle, mais en réalité, en tant qu'homme adulte, marié et père de 2 jeunes filles, j'ai une peur bleue d'être seul. J'ai toujours eu peur du noir étant enfant. Ma mère pensait que c'était courant et n'y prêtait pas trop attention. Certaines nuits, j'étais inconsolable quand mes parents essayaient de me mettre au lit. Je hurlais, je me débattais, je les suppliais de ne pas me laisser seule. Je ne me souviens pas de grand-chose avant mon premier souvenir, mais ce que je sais aujourd'hui me fait penser que j'ai vécu des choses très jeunes. Mes premiers souvenirs sont tous similaires. Plusieurs fois, la même histoire. Le plus ancien, j'avais 6 ans, dans ma chambre. Je sens ou entends quelqu'un entrer. J'ouvre les yeux et je vois quelque chose de noir, très grand et très mince. Je ne peux ni bouger, ni parler. Je le fixe jusqu'à ce que je m'évanouisse. Je me réveille, c'est le matin. À 11 ans, ma grand-mère prend sa retraite et commence à nettoyer la maison de mes parents quelques fois par semaine. Elle aimait ça et elle nous préparait toujours des petites douceurs. Mais elle a arrêté de venir au bout d'1 mois. Je n'ai jamais su pourquoi, mais les gâteaux me manquaient. Des années plus tard, ma mère m'a dit que ma grand-mère avait eu peur. Elle entendait des bruits et avait vu un homme dans le sous-sol. On a ri et on a balayé ça d'un revers de main. À peu près à la même époque, j'ai déménagé ma chambre au sous-sol. J'étais plus grand et les chambres au sous-sol s'étaient stylées. Le sous-sol était semi-aménagé. Le plan était de le rénover pour que ma 2e grand-mère puisse venir vivre avec nous, car mon grand-père était décédé et elle était seule à l'autre bout du pays. Le sous-sol avait 3 sections, ma chambre, une pièce bonus et une autre partie séparée par une porte en cours de rénovation. Peu après mon installation, je suis réveillée par un bruit fort. J'ouvre les yeux, prêt à revivre une paralysie du sommeil avec une silhouette sombre, classique. Mais cette fois, rien à voir. Je pouvais bouger, parler. Je m'assois dans mon lit, j'écoute. Le bruit revient. Ça ressemblait à un balai tombant sur du béton. Je sors du lit, je colle mon oreille à la porte. J'entends à nouveau.
Je cours à l'étage affolé et je dis à mon père qu'il y a quelqu'un dans le sous-sol. Il dit à ma mère de préparer le téléphone pour appeler les secours. Il descend, crie, fouille, il revient, rien, porte et fenêtre verrouillées. Tu as dû rêver. Ok, je dors sur le canapé à l'étage pendant quelques nuits. Le lendemain, mon père installe un verrou et une chaîne sur la porte. Il me dit de ne jamais y entrer. Des années plus tard, j'ai 14 ans. Le sous-sol est fini. Ma grand-mère a emménagé, mais elle est décédée peu après. Je joue à GoldenEye un soir et j'entends une porte claquer dans la suite. Je mets le jeu en pause. J'écoute. Rien. Je rejoue. Claque encore. Je vais à la porte. J'écoute. Rien. Un peu plus vieux, un peu plus courageux, je décide d'entrer. J'ouvre la porte. Il fait très froid. À l'époque, ça ne m'a pas frappé, mais maintenant si. La suite n'avait pas de thermostat et le reste de la maison était chauffé. Pourquoi faisait-il si froid là-bas? Je regarde autour, chambre d'amis vide, ancienne chambre de ma grand-mère, tout va bien, salon et cuisine, rien d'anormal. En revenant vers la porte, je ressens le besoin de regarder dans le long couloir menant à la chambre et à la porte extérieure. Et là, je vois la grande chose sombre et mince. Je m'en souviens très clairement. C'était la première fois que j'étais conscient en la voyant. J'ai cligné des yeux, frotté mes yeux, plissé les yeux. Je voyais la poignée, les charnières, le haut de la porte. Et il y avait quelque chose de noir, d'au moins 2,10 mètres, plus grand que le cadre de la porte. J'ai couru, verrouillé la porte, sauté dans mon lit, fermé les yeux de force. J'avais envie de les rouvrir, mais j'ai résisté. J'ai fait pipi dans mon lit. J'ai honte, mais j'étais terrifiée. Presque 20 ans, je loue une suite au sous-sol, après des années à avoir peur du noir et d'être seule. Je dors avec la télé allumée, ça me rassure. Je me réveille au milieu de la nuit et la chose noire est dans l'encadrement de la porte. Je ne sais pas comment décrire ça. Sa tête avait l'air déformée. La télé clignotait, mais ça ne l'affectait pas. Je dis qui est-ce? Je la vois bouger un peu. Je cours vers elle. Elle n'était plus là. J'allume toutes les lumières et je reste éveillée jusqu'à 7 heures, l'heure du boulot. Je vis à côté de ce gigantesque cimetière depuis environ 2 ans. Il abrite près de 50 000 tombes. C'est un endroit magnifique que je visite souvent juste pour me promener. Il y a environ 12 ans, j'ai eu une journée de travail absolument horrible. Une de ces journées où je n'avais pas envie de rentrer directement chez moi et de m'occuper des corvées. Sociabiliser, nettoyer, préparer le dîner. À la place, j'avais prévu de conduire jusqu'à un belvédère en montagne où se trouve un super glacier, prendre une glace et regarder le monde passer pour me détendre. Et je me suis trompée de route et j'ai fini dans le quartier autour du cimetière. Je me suis dit, tant pis, c'est calme et une promenade dans le cimetière serait la paix dont j'avais besoin. Il faisait juste crépuscule, mais il y avait encore assez de lumière pour voir clairement les arbres, les maisons, les noms sur les pierres tombales et s'il y avait quelqu'un d'autre dans les environs. Je savais qu'il ferait nuit dans 45 minutes à 1 heure, mais pour l'instant je me sentais à l'aise. J'ai garé ma voiture et traversé la butte pour entrer dans le cimetière. Ce cimetière est énorme, sans panneaux ni rue, il serait impossible de s'y retrouver et il était hors de question que je m'aventure trop loin. Je suis resté sur le trottoir, près des maisons, tandis que la masse de tombes se trouvait sur ma gauche. J'ai appelé mon petit ami de l'époque en pleurs pour lui raconter à quel point ma journée avait été affreuse. Il essayait de me calmer et de me faire parler. Dans ma vision périphérique sur ma gauche, j'ai cru voir une grande ombre noire, à environ 50 mètres. Je l'ai vue que brièvement, ou du moins je pense l'avoir vue. Je n'étais pas sûre de ce que j'avais vu, et si j'étais partie à ce moment-là, j'aurais probablement oublié l'incident. Mais mon instinct de survie s'est déclenché. Je marchais en regardant dans cette direction tout en continuant à parler. Mes yeux étaient rivés au cas où quelque chose se produirait. Je commençais à me sentir très mal à l'aise, concentrée sur tout ce qui pourrait se trouver là avec moi. Je suis une femme, seule dans un cimetière. Je craignais plus un type louche qu'un phénomène paranormal, mais je me sentais vraiment tendue et sur le qui-vive. En marchant, en parlant, toujours en regardant vers l'endroit où j'avais vu l'ombre, elle est réapparue. Cette fois, je la regardais droit dans les yeux, littéralement en train de la voir se manifester, comme si elle rassemblait de l'énergie ou des particules pour former une masse noire géante, assez opaque pour que je voie les pierres tombales à travers, mais bien plus sombre que tout ce qui l'entourait. Elle était très grande, bien plus qu'un humain moyen, sans bras ni jambes, juste une masse noire mouvante.
Elle a dérivé à travers plusieurs tombes pendant environ 4 secondes, suffisamment longtemps pour me demander si je voyais vraiment ça, puis me confirmer. Non, je regarde bien cette chose et ce n'est pas une personne. Elle était un peu plus proche que la première fois, peut-être à 40 mètres. 4 secondes, c'est long pour observer quelque chose bouger. Je l'ai fixée et je crois que j'ai arrêté de parler au téléphone. Je ne me souviens pas de mes pensées exactes, à part cette certitude que ce que je voyais était réel. Puis aussi vite qu'elle était apparue, elle a disparu, comme un brouillard qui se dissipe. J'ai eu immédiatement cette image dans ma tête. La prochaine fois que je la verrai, elle serait juste devant mon visage. J'ai rapidement dit à mon copain que je rentrais. J'ai fait demi-tour et j'ai marché vite vers la voiture pour partir. J'ai eu l'impression que quelque chose veillait sur moi et m'envoyait un avertissement. Quoi que ce soit, cette chose n'avait pas de bonnes intentions et je devais partir. Je ne me souviens pas avoir eu peur en conduisant. Je n'ai pas eu l'impression que quelque chose m'avait suivi ou était dans la voiture, et ça m'a clairement sorti de l'état d'esprit dans lequel j'étais ce jour-là. En rentrant, j'ai immédiatement raconté à mon copain ce qui s'était passé. Il a haussé les épaules. Il m'a dit que j'avais dû halluciner parce que j'étais très émotive. J'ai été vraiment irritée par cette réponse. Je sais ce que j'ai vu, et je suis généralement quelqu'un de calme et rationnel. Il n'y a aucune chance que mes émotions m'aient fait halluciner à ce point. Sa réponse m'a semblé déraisonnable et invalidante. Je crois que quoi que ce soit, cette chose semblait curieuse à mon égard. Et je ne pense pas que cette entité avait de bonnes intentions. Je suis juste reconnaissante de ne pas avoir eu d'autre expérience avec elle. Je tiens à dire que cette histoire remonte à près de 30 ans, quand j'étais enfant. Je l'ai racontée qu'à très peu de gens, car je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. Comme beaucoup d'enfants dans les années 90, je passais le week-end chez un ami proche, chez lui et sa famille. On vivait en Virginie rurale, dans une petite ville. Lui comme moi, on passait beaucoup de temps à faire du quad et à explorer les bois situés de l'autre côté d'un champ de soja. Un week-end, je suis allée chez lui et il a neigé, 4 à 6 cm, ce qui est normal pour la Virginie. On était surexcités à l'idée de sortir les quads et de faire les fous dans le champ. Une fois qu'on s'est lassé, on a garé les quads au bord des bois et on a commencé à marcher un peu. On connaissait bien ces bois. On y avait vu plein de choses. Il y avait beaucoup de vieux équipements, même des voitures rouillées disséminées un peu partout. En tant qu'ado, on trouvait ça super cool et on allait souvent les explorer. Ce jour-là, on a décidé de construire une cabane près des débris. J'avais souvent sur moi une petite hachette quand on faisait du quad, au cas où un arbre bloquerait le chemin. Je suis retournée au quad pour la prendre et j'ai commencé à abattre un petit arbre pour faire la base d'un mur. Mais impossible de trouver un autre arbre de la bonne taille, alors j'ai commencé à me balader seule dans la zone. C'est là que je suis tombée sur une carcasse de cerf en décomposition. Ça ne m'a pas choquée. En Virginie rurale, tout le monde chasse et j'ai mangé pas mal de venaison dans ma vie, mais j'ai remarqué que le cerf avait des marques de griffes. Est-ce qu'un prédateur l'avait attaqué sans finir son repas? Quel animal capable de chasser un cerf vivait dans cette forêt? Je suis allée chercher mon ami pour lui montrer. Il était aussi perplexe que moi, mais on a laissé tomber. Je suis retournée à la construction de notre cabane. Alors que j'étais en train de nouer 2 petits troncs avec une corde, quelque chose a attiré mon regard à environ 50 mètres. Ce que j'ai vu ressemblait à la silhouette d'une personne, mais elle était floue et arrondie, presque comme dans un jeu vidéo ou une BD quand un personnage est encore inconnu. Surpris, j'ai simplement crié « Hé !» Et là, la silhouette a filé derrière un arbre. J'ai compris qu'on n'était pas seul. J'ai appelé mon ami, il est arrivé en marchant. Je lui ai raconté ce que je venais de voir et il a rigolé. Mais pendant qu'il riait, je me suis relevée de ma position accroupie et j'ai vu la même ombre, juste derrière lui, à moins de 10 mètres. J'ai crié « Oh merde !» et j'ai couru vers le champ en lui criant de me suivre. J'entendais ses pas derrière moi, puis ils sont devenus plus lointains. Je me retourne, il a pris un autre chemin. À ce moment-là, je m'en fichais, je courais à fond. J'ai atteint un grand fossé d'environ 1,50 m de profondeur et je l'ai sauté en panique. Plus tard, j'ai réalisé à quel point ce saut était énorme. Je n'ai aucune idée de comment j'ai réussi. En arrivant dans le champ hors des bois, je vois mon ami à 30 mètres, penché, haletant. Je regarde derrière moi, rien. Je m'approche de lui et je demande « Tu l'as vu, hein ?» Il répond « Pourquoi tu crois que je suis à bout de souffle ?» On a sauté sur les quads et on est rentré chez lui sans dire un mot. Une fois à la maison, je lui ai demandé ce qu'il avait vu. Je voulais savoir si c'était la même chose que moi. Il a décrit parfaitement.
On a essayé d'en parler à ses parents, mais ils ont juste rigolé. Vous feriez mieux de rester loin de ces bois. Il a eu l'idée d'aller voir sa grand-mère qui vivait à quelques rues et avait toujours vécu dans cette ville. On lui a simplement demandé s'il avait déjà entendu des choses étranges sur ces bois. Elle nous a alors parlé d'une ancienne scierie qui avait explosé à son époque. Elle a dit que c'était une tragédie, que presque tout le monde avait péri. Ça expliquait les vieilles machines, les voitures rouillées. Ils avaient sûrement nettoyé les parties dangereuses et laissé le reste. On lui a raconté notre histoire, elle a souri et nous a dit « Les gens ne réalisent pas qu'on n'est pas seul dans ce monde. » Terrifiés, on est partis. Aucun de nous n'est jamais retourné dans ces bois. Ma hachette est toujours là-bas. J'ai fait des cauchemars pendant des années à cause de cet incident. Et même 30 ans plus tard, je fais encore des rêves aléatoires à ce sujet. Je ne sais pas ce qu'on a croisé ce jour-là, et je n'ai aucune intention d'y retourner pour le découvrir. Je suis né sur l'île de Curaçao, une petite île des Caraïbes près d'Aruba, juste au large de la côte nord de l'Amérique du Sud. J'ai grandi dans un quartier tranquille, à l'extrême nord-est de l'île, si loin qu'on ne pouvait littéralement pas aller plus à l'est. Mes grands-parents faisaient partie des premiers habitants à s'y installer à la fin des années 80, à une époque où il n'y avait que quelques maisons et des routes en terre. Avec le temps, le quartier s'est développé. Certains disaient que le terrain avait autrefois servi de site funéraire pour des tribus bien avant la colonisation. Mais ce n'était que des rumeurs de voisinage, des histoires de camping, des légendes anciennes, rien d'officiel. J'ai vécu pendant 17 à 18 ans. C'était paisible, sûr, familier, mon quartier. Mais à 16 ans, tout a commencé à changer. Je me suis mis sérieusement à prendre soin de ma santé, alimentation saine, régime strict, à base de protéines, plus de sucre, uniquement de l'eau. Je m'entraînais dur, 5 fois par semaine à la salle. Mon esprit était clair, mon corps se sentait fort. Cette même année, ma mère m'a proposé d'emménager dans le studio indépendant situé dans notre jardin. C'était un bâtiment séparé, niché dans le coin droit du jardin. Il avait sa propre cuisine, salle de bain et chambre, intimité totale, indépendance. Pour un ado de 16 ans, c'était la liberté. Le jardin était grand, arbres, plantes, herbes hautes. Au centre, un petit pont en bois traversait un creux herbeux, menant à un vieux kiosque dans le coin gauche. Il avait un toit en chaume, ce qu'on appelle chez nous une palapa. La nuit, le jardin devenait complètement noir, sauf la lumière du porche du studio et quelques lueurs venant de la maison principale. Le centre et le côté gauche du jardin, surtout autour du kiosque, étaient plongés dans l'obscurité totale. Juste avant d'emménager dans le studio, j'ai commencé à ressentir des sensations physiques étranges. À des moments aléatoires, je ressentais des frissons intenses. Les poils de mes bras et de ma nuque se dressaient, mon rythme cardiaque s'emballait. Aucun déclencheur, pas de peur, pas de danger, juste une réaction physique pure, comme si quelque chose était là, invisible. Et ça n'arrivait que dans mon quartier, nulle part ailleurs. C'était inconfortable. Parfois ça durait jusqu'à 10 minutes. Essayer de dormir alors que ton corps est en état d'alerte. Pas évident, mais je m'y suis plus ou moins habituée. Une fois installé dans le studio, les choses ont empiré. J'ai commencé à voir des choses, des formes, des figures, des énergies dans l'air. Un homme au loin, une petite fille près des buissons, toujours à distance, toujours silencieux. Il ne semblait pas agressif, mais il ne semblait pas naturel non plus. J'avais peur, bien sûr, mais je ne pensais pas perdre la tête. Je n'étais pas parano. Je n'hallucinais pas. J'étais totalement éveillé, pleinement conscient. Je ne savais juste pas comment expliquer ce que je voyais. Ma famille n'est pas religieuse, mais elle est spirituelle, surtout ma grand-mère. Ils méditent, lisent des livres spirituels, parlent d'énergie et d'intuition. J'ai grandi dans cet environnement, mais j'ai toujours gardé mes distances. Je n'avais jamais vu d'esprit ni vécu d'expérience paranormale jusqu'à ce moment-là. Puis quelque chose s'est produit, et là, c'était différent. Un jour de semaine ordinaire, je rentre du lycée vers 14h30. Je dis bonjour à ma mère en passant dans le couloir. On se heurte légèrement. À cet instant précis, j'ai une vision mentale soudaine, une image dans ma tête, inattendue et instantanée. Une cuvette de toilette remplie de sang. Ça a duré moins d'une seconde, sans raison, sans déclencheur. Je n'ai rien dit. J'ai pensé que c'était juste une pensée bizarre. Vers 19h, je vais à la salle de sport. En plein milieu de ma séance, mon téléphone sonne.
C'est ma tante, elle ne m'appelle jamais. On vit dans le même quartier comme la plupart de notre famille, mais on n'est pas proches. Je ne l'appelle même pas Tati, je l'appelle par son prénom complet. Elle ne voulait pas être appelée tante, donc qu'elle m'appelle, c'était étrange. Elle me dit, ne panique pas, tout va bien, mais ta mère va à l'hôpital. Je m'arrête net. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle répond, elle est allée uriner et les toilettes étaient remplies de sang, complètement rouge. J'ai vite terminé ma séance et je suis rentrée en courant. Je me sentais coupable, comme si j'aurais pu la prévenir, comme si j'aurais pu dire quelque chose, même si ça paraissait fou. Finalement, les médecins ont trouvé une tumeur de la taille d'une orange sur son utérus. Le système de santé de Curaçao ne pouvait pas la prendre en charge correctement. Donc on a prévu de partir en Colombie, à Bogota où les médecins pouvaient lui offrir des meilleurs soins. On s'attendait à y rester plusieurs mois si nécessaire, et c'est là que je l'ai vue. La première rencontre. Il était tard. Je suis sortie du studio avec un joint, je l'ai allumé et je me suis assis sur le banc en bois du porche face au kiosque. C'est à ce moment-là que j'ai vu une silhouette, debout en plein milieu du kiosque, dans l'obscurité. Grand, très grand. Il portait une longue cape et un chapeau à large bord, comme un haut de forme, quelque chose de similaire. Je ne voyais ni bras ni jambes, pas de visage, juste la silhouette d'une personne complètement voilée, un vide, mais pas seulement ombragée. Cette chose était plus sombre que la nuit. Je distinguais encore les vases et les étagères en bois derrière elle, dans le kiosque, mais je ne pouvais pas voir à travers cette silhouette. Elle absorbait l'espace autour d'elle. Je me suis figée, la chair de poule dans tout le corps. Je ne savais pas s'il me regardait ou s'il regardait la maison principale où se trouvait ma mère, mais je sentais sa présence. Il ne bougeait pas, il ne parlait pas, il se tenait juste là à observer. Ça m'a fait peur, mais je n'ai pas paniqué. J'ai juste fait comme d'habitude, je l'ai ignoré. J'ai fumé mon joint, je suis rentrée, j'ai joué à des jeux vidéo. Mais cette fois, je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que je voyais. Cela ne ressemblait pas aux autres observations qui ressemblaient à des esprits humains, pas celle-ci. La deuxième rencontre. Quelques jours plus tard, je venais de quitter la maison d'un ami, non loin de là, et je rentrais chez moi à pied. Il faisait déjà nuit. Quand je suis arrivée dans le jardin, il faisait complètement noir. Les lumières du porche n'étaient pas allumées. L'interrupteur était au fond du studio, contre le mur de droite. Et c'est là que je l'ai revu, l'homme au chapeau. Même taille, même silhouette, même chapeau, toujours pas de visage, juste un grand vide noir, juste à côté de l'interrupteur. Je me suis figée, je suis restée là, à le regarder. J'ai détourné le regard, puis l'ai reconsidéré, il était toujours là. J'ai pensé à aller chercher ma mère, mais je me suis retenue. J'avais 16 ans. Je ne voulais pas m'enfuir, ce n'était peut-être même pas réel. Peut-être que c'était dans ma tête. Je marchais vers lui, des pas lents et réguliers. Plus je m'approchais, plus je sentais sa taille. L'air autour de lui était lourd, je m'arrêtais juste devant lui. J'ai posé ma main sur le mur, près de l'interrupteur. Je regardais droit devant moi, mais je ne voyais que du noir. Pas d'ombre, le vide, pas de traits, pas de texture, pas d'yeux, juste le noir complet. J'étais face à face avec quelque chose qui n'avait aucun sens. Pendant un moment, j'ai hésité. Si j'appuie sur l'interrupteur, va-t-il bouger? Vais-je enfin voir à quoi ressemble vraiment cette chose? J'ai actionné l'interrupteur. À cet instant précis, il a disparu. Quelques mois plus tard, nous sommes allés en Colombie. Les médecins ont retiré la tumeur de ma mère. Ils nous ont dit que si nous avions attendu plus longtemps, elle aurait pu perdre sa jambe. Mais nous sommes arrivés juste à temps. Elle s'est rétablie. Elle est en bonne santé maintenant et plus radieuse que jamais. Je n'ai plus jamais revu l'homme au chapeau, pas une seule fois. Pendant des années, j'ai mis ce souvenir de côté. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Puis 12 ans plus tard, alors que je parcourais YouTube, une miniature a attiré mon regard. Une grande silhouette avec un chapeau. C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'arranger. J'ai cliqué sur la vidéo, j'ai commencé mes recherches. Des fils de discussion Reddit, des témoignages, des gens décrivant exactement ce que j'avais vu. Ce n'est pas une histoire d'horreur, ce n'est pas inventé, c'est arrivé. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai vu à ce moment-là. Tout ce que je sais, c'est qu'il était réel pour moi. Je commencerai par dire que je suis une personne spirituelle, plutôt dans une approche polythéiste, avec l'idée que de nombreux êtres existent, mais je n'ai personnellement eu que très peu de rencontres directes. Bien sûr, j'ai vécu quelques situations ressemblant à des apparitions de fantômes, mais rien de plus.
Je suis plutôt sceptique et j'essaie toujours d'éliminer toutes les explications rationnelles avant d'envisager le paranormal. Je ne vois pas les choses autant que je les ressens. J'essaye de faire confiance à mon instinct. Je n'avais jamais rencontré quelque chose que je ne ressentais pas comme humain jusqu'à l'année dernière, et ça m'a marqué depuis. J'ai travaillé pendant 3 ans dans un établissement de soins de longue durée. C'était mon premier emploi dans le domaine médical et je l'ai vraiment apprécié. Mais il y avait une énergie lourde dans cet endroit. J'avais entendu des choses, vu des silhouettes sombres se déplacer, vu des portes se fermer toutes seules. J'étais donc assez habitué à l'idée que certains patients continuaient à errer dans les couloirs. La mort était quelque chose avec laquelle il fallait être à l'aise pour travailler là-bas, bien sûr. Un matin en particulier, je travaillais dans mon couloir attitré, et en marchant dans le corridor, l'air a soudainement changé. Il est devenu épais, lourd, comme s'il y avait un brouillard dense dans l'espace, mais rien n'était visible. Dès que j'ai ressenti ça, j'ai eu des frissons, et je me suis senti très mal à l'aise. C'était comme si mon cerveau passait en mode survie, tout était en alerte. Vers le bout du couloir, j'ai regardé dans une des chambres et j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Je précise que je l'ai vu avec mon œil intérieur, une expression que je trouvais absurde jusqu'à ce que je vive ça. Ça a soudainement pris tout son sens. Voir quelque chose clairement sans le voir réellement, je n'ai pas d'autre façon de le décrire. Dans un fauteuil près de la porte, une entité était assise, observant une femme âgée dans le coin de la pièce. J'étais figé, incapable de bouger, je faisais que regarder. Il n'y avait aucun trait discernable sur son visage ou son corps. C'était comme une silhouette noire, mais au lieu d'une ombre, elle bougeait comme de l'encre dans l'eau, ondulante. Et au centre de ce corps semblable à de l'encre, il y avait une lueur blanche qui se fondait dans le noir. Cela correspondait à la zone du torse jusqu'aux hanches d'un corps humain. Il n'y avait pas de bras, mais plutôt de grandes formes drapées, comme une robe. La tête avait une forme de capuchon très distincte. La comparaison la plus proche que j'ai visuellement est la silhouette de la Vierge Marie dans beaucoup d'œuvres catholiques. Je n'ai jamais été catholique ni chrétien, donc ce n'est pas une image qui me serait venue naturellement. Pendant que cette chose était assise dans le fauteuil, j'ai eu l'impression que si elle le voulait, elle pourrait remplir toute la pièce de sa présence. Elle semblait immense et inquiétante, mais pas totalement menaçante. Il n'y avait pas de sensation de bien ou de mal. D'une manière étrange, je savais qu'elle savait que j'étais conscient de sa présence, comme si j'avais reçu la permission de la voir. Elle ne semblait ni masculine ni féminine, et elle ne semblait certainement pas humaine. Rien en elle ne ressemblait à un être humain. Elle semblait presque omnipotente, et pourtant étrangement calme. J'ai alors remarqué que des larmes coulaient sur mon visage. J'avais chaud, et j'ai couru dans le couloir pour sortir et m'asseoir. Là, j'ai soudainement éclaté en sanglots. Ce n'est pas normal pour moi. J'ai toujours gardé mon calme en situation de crise. J'avais déjà trouvé des patients décédés au géré des urgences médicales. Je ne pouvais pas expliquer mes émotions. C'était de la peur et un profond respect pour ceux que je venais de rencontrer. Une fois calmé, je suis retourné à l'intérieur. En passant devant la chambre, l'entité était toujours là, au même endroit. Il n'y a pas eu d'autre interaction. Les infirmières sont rapidement arrivées dans le couloir et sont entrées dans la chambre pour prendre les constantes. Elles ont ensuite informé le reste du personnel que cette femme était entrée dans le processus de fin de vie et que nous attendions l'arrivée de sa famille. Pendant 2 heures, j'ai fait semblant d'être détendu et j'ai continué mon travail dans ce couloir pendant que l'entité restait exactement là où elle était. Mais dès que sa famille est arrivée, elle a disparu. L'air est redevenu normal. Je ne ressentais plus cette tension électrique dans l'espace environnant. Et c'était fini. La femme âgée a vécu encore quelques jours. Pendant tout ce temps, sa famille lui rendait visite et l'entité n'est jamais revenue. J'ai trouvé ça étrangement beau au final. C'était comme si elle lui tenait compagnie jusqu'à ce que ses proches arrivent, comme si elle lui offrait un choix à ce moment-là, partir ou rester un peu plus longtemps. Sa mort fut paisible, et bien que j'ai vu beaucoup d'autres patients partir depuis, je n'ai jamais revu cette entité. Je ressens encore de l'admiration en y repensant. Je n'ai plus peur en me remémorant la situation, mais c'est la seule véritable expérience paranormale que j'ai vécue. C'est ma seule et unique expérience directe avec ce que je ne peux décrire que comme un poltergeist. Ça s'est passé à la fin des années 90. J'étais jeune, 21 ans, et je vivais avec mon petit ami de l'époque. Aucun de nous ne gagnait beaucoup d'argent, alors nous avions trouvé un appartement bon marché dans une zone grise entre le bon quartier et le mauvais. Je travaillais de jour, lui de nuit. Un jour, je suis rentré du travail, j'ai dit au revoir à mon copain qui partait bosser. J'ai changé de vêtements, je suis allé faire les courses.
En revenant, j'ai trouvé l'appartement dans un chaos total. Quelques détails m'ont frappé immédiatement. Toutes les lumières étaient allumées et la chaîne stéréo hurlait au maximum, réglée sur une station de radio parlée. Je savais que j'avais éteint les lumières en partant. C'était une habitude pour économiser sur la facture. Non seulement la chaîne n'était pas allumée quand je suis partie, ni avant, mais la station choisie n'était pas du tout celle que mon copain et moi écoutions. C'était une chaîne avec des pré-réglages et il fallait appuyer sur des boutons pour la régler. La station n'était même pas proche d'un pré-réglage, donc ce n'était pas un problème de réception qui aurait fait basculer sur une station voisine. En traversant l'appartement pour éteindre la chaîne, j'ai remarqué que le chat était introuvable. Après avoir coupé le son, je suis partie à sa recherche. J'ai vu que tous les éviers étaient remplis à ras-bord, mais les robinets étaient fermés. Tous les poils de mes bras et de ma nuque se sont dressés. J'ai fini par entendre le chat miauler, et je l'ai trouvé dans le placard mural tout en haut. Il n'y avait absolument aucun moyen qu'elle ait pu y entrer seule. La porte était au-dessus de ma tête, avec une petite rainure sur le côté pour l'ouvrir, sans poignée ni bouton. Il n'y avait rien à proximité, ni table, ni plan de travail, ni rebord, que le chat aurait pu utiliser pour sauter jusque-là, encore moins ouvrir la porte. J'ai paniqué et appelé mon copain. Il m'a écouté raconter tout ce qui s'était passé et est resté au téléphone pendant que je faisais le tour de l'appartement pour vérifier que personne ne s'était introduit et ne se cachait dans un placard. Personne. Il m'a demandé de vérifier que rien ne manquait. Et comme tout était là, on a conclu que ce n'était pas un cambriolage. Comme j'étais encore très secouée, presque en hyperventilation, il a appelé la réception de l'immeuble pour savoir s'il y avait eu des incidents autour de notre appartement, au cas où quelqu'un aurait tenté de s'introduire avant de fuir. Il s'est avéré qu'il y avait eu une altercation dans l'appartement voisin. On soupçonnait depuis longtemps nos voisins d'avoir des activités illicites et on a pensé que c'était lié. La sécurité avait dû escorter des hommes très en colère, mais rien n'avait touché directement notre appartement. Mon copain a plaisanté en disant que c'était sûrement un fantôme qui avait voulu faire croire que quelqu'un était à la maison en allumant les lumières et en mettant la radio pour éviter que l'altercation ne se termine par une tentative de cambriolage. Il a ajouté en riant « Le fantôme fera bien de faire le ménage pour compenser la facture d'électricité qu'on va avoir. » Il m'a dit qu'on en reparlerait le lendemain, quand on serait tous les deux en repos. Il ne voulait pas trop en parler dans l'appartement, mais pendant une promenade, il m'a dit qu'il n'était pas sûr que ce soit un fantôme, mais que si c'en était un, la dernière chose à faire était d'avoir peur. En prenant les choses à la légère, il pensait qu'on ne nourrissait pas de fantômes avec notre peur, puisqu'il n'avait rien fait de destructeur et que le pire était d'avoir mis le chat dans un placard. Autant le laisser tranquille. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de lui au travail, et cette fois c'était lui qui semblait un peu paniqué. Il m'a demandé si j'avais passé l'aspirateur et rangé la vaisselle avant de partir. J'ai dit non. Il m'a raconté qu'en entrant d'une course, il avait trouvé l'appartement entièrement aspiré, avec des lignes parfaites, mais aucune trace de pas menant au placard où l'aspirateur était rangé, et toute la vaisselle était rangée à sa place. Il a dit que peut-être le fantôme avait entendu sa blague sur le ménage et l'avait prise au sérieux. Plus rien ne s'est vraiment passé après ça, sauf que le chat est devenu obsédé par le bord de la baignoire où elle restait assise à fixer l'intérieur, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Mon hypothèse personnelle est que notre poltergeist était un ancien résident, peut-être mort dans la baignoire, et qui essayait de protéger son appartement d'une menace potentielle, qui sait. Mon meilleur ami, appelons-le Alan, je le connais depuis 30 ans. Il n'est pas vraiment athée, mais plutôt agnostique. Il n'a pas grandi dans un foyer religieux. Il n'a aucun problème avec moi ou nos autres amis croyants, mais lui-même ne croit pas aux esprits, n'est pas sûr de l'existence de Dieu, ne croit pas au karma, ni à aucune forme de spiritualité. Et donc il ne croit pas aux fantômes, aux esprits ou au mal. Plusieurs fois je lui ai raconté des histoires que j'ai vécues et il hausse les épaules, genre « ouais bien sûr » ou « comme tu veux ». Il adore les films d'horreur, Halloween et tout ça. Il voit ça plus comme un truc façon Disney, si ça fait sens. Alan et son ex-femme, Samantha, vivaient dans une petite maison de 3 chambres, avec une seule salle de bain. La maison avait été construite à la fin des années 1930, avec une rénovation probablement dans les années 1970. Mais ça restait une petite maison, avec une véranda fermée, un grand terrain, dans un quartier ancien de sa ville. Ce qui suit s'est passé il y a environ 15 ans. Sam avait 2 enfants d'un précédent mariage, des ados, et Alan et elle avaient une fille ensemble qui avait à l'époque 3 ou 4 ans.
Un soir, Samantha et les garçons sont partis faire des courses, puis elle devait déposer les garçons chez leur cousin. Donc ce soir-là, il devait y avoir qu'elle, Alan et leur fille à la maison. Alan commence à préparer sa fille pour aller dormir. Il remplit la baignoire, la met dans l'eau. La porte de la salle de bain est ouverte. Il est assis par terre à côté de la baignoire. Il dit que du coin de l'œil, il a vu une femme passer dans le couloir. Le couloir était comme ça, au milieu sur la gauche, ouvert sur le salon, puis en forme de T. D'un côté les chambres des enfants, de l'autre côté la chambre parentale et en face la salle de bain. Il dit avoir vu une femme aux longs cheveux noirs passer dans le couloir, en direction des chambres des enfants. Il a pensé que c'était sa femme, alors il a lancé un truc du genre « Hé chérie !» mais pas de réponse. Trouvant ça bizarre, il s'est levé et est allé voir dans les chambres. Personne. Il est allé dans le salon à regarder dehors. La voiture de Samantha n'était pas là. Un frisson soudain l'a traversé. Il a couru à la salle de bain, a sorti sa fille de la baignoire, l'a enveloppée dans une serviette. Il l'a mise dans leur chambre, a appelé Samantha, a vérifié toute la maison, cuisine, salon, chambre, véranda. Toutes les portes et fenêtres étaient fermées et verrouillées. Il appelle sur son portable, elle répond et dit qu'elle vient de déposer les garçons et qu'elle va faire un dernier arrêt avant de rentrer. Il lui demande « Tu n'es pas passé à la maison pour prendre quelque chose ?» Elle dit « Non, pourquoi ?» Il répond « Je viens de voir une femme dans la maison. » Il dit qu'il n'arrivait pas à se débarrasser de ce frisson. Il a gardé sa fille avec lui dans le salon, a mis des dessins animés, toujours en mode panique. Rien n'avait été touché, aucun signe d'intrusion. Samantha est rentrée plus tard et Alan a essayé de mettre ça de côté. Sam, qui croit en fantôme, lui a dit « Tu as probablement vu un fantôme. » Quelques mois plus tard, Alan et elle sont dans le salon, tard le soir à regarder un film. Les enfants dorment dans leur chambre. Alan dit qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, qu'il pense juste s'être assoupi, mais elle s'est mise à hurler. « Ça va ? Alan ? Alan ?» Et lui, il dit qu'il s'est juste réveillé comme ça. Elle lui raconte que pendant qu'il regardait le film, sa tête est tombée d'un coup. Et il a commencé à gémir très fort, comme s'il avait mal, avec les yeux grands ouverts et les bras qui tremblaient. Samantha était tellement paniquée qu'elle l'a emmené aux urgences, pensant qu'il avait peut-être fait un AVC, quelque chose. Il avait à peine la trentaine à l'époque, donc pas vieux. L'hôpital a fait tous les examens possibles, rien d'anormal. Ils ont déménagé peu après, pas à cause de cette expérience, mais parce qu'il avait acheté une maison plus grande. Quand Alan m'a raconté tout ça, je lui ai demandé « Alors maintenant, tu crois aux fantômes ?» Il m'a répondu « Honnêtement mec, je ne sais pas quoi croire. Je crois que je ne sais pas et je ne peux rien affirmer. Mais une partie de moi ne veut pas croire, parce que je pense que je ne pourrai plus jamais dormir. » Mon expérience avec le surnaturel commence avec le décès inattendu de ma grand-mère du côté maternel. J'étais en 6e quand nous avons dû aller voir notre famille au Mexique. Cela faisait environ 4 ans depuis notre dernière visite. J'ai vu mes cousins, oncles, tantes et amis de la famille qui connaissaient ma grand-mère et ont aidé ma mère et sa famille à vider sa vieille maison pour la vendre. Après les funérailles de ma grand-mère et notre retour de l'Amira à notre domicile, j'ai vu pour la première fois ma mère accablée de chagrin. Elle pleurait jour et nuit. En rentrant de l'école, mon père m'emmenait chez ma tante qui habite près de chez nous, pour que je passe l'après-midi là-bas, car il ne supportait pas de voir ma mère dans cet état. Ma mère a fini par fouiller dans les affaires de ma grand-mère, principalement des photos, des bibelots et des vêtements. C'est là qu'elle a trouvé un livre, avec un œil au centre d'une pyramide. Tout était en espagnol, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il contenait. Ma mère m'a révélé que ce livre expliquait comment entrer en contact ou communiquer avec les personnes décédées. Elle a donc commencé à lire pour essayer de parler à ma grand-mère. Je me souviens qu'elle allumait une bougie, disait quelques mots, puis restait silencieuse. Elle a fait ça de nuit sans réponse, sans bruit ni murmure. Mais la 3e nuit, nous avions accroché sur le mur des photos de tous les membres de la famille décédée, y compris celle de ma grand-mère. À côté d'un crucifix dans le salon, ma mère a fait son rituel. Il était 22h quand nous avons commencé à entendre des coups. Mon père est allé voir ce qui se passait et a trouvé la photo de ma grand-mère projetée au milieu du salon, brisée. Évidemment, ça a effrayé mes parents, qui sont superstitieux et religieux, mais mon père a dit que peut-être la photo avait roulé et que la clim avait soufflé assez fort pour la faire tomber. Mais si c'était le cas, pourquoi les autres photos n'étaient-elles pas tombées?
Et ce n'était pas de petits bruits, c'était des coups, comme si quelqu'un frappait le mur avec le poing. Ma mère a réparé la photo et avec mon père a renforcé toutes les fixations. Elle a ensuite essayé de parler à mon grand-père. Je ne sais pas pourquoi elle a changé, et il était mort exactement 2 ans avant ma grand-mère. Alors elle a voulu essayer avec lui. Cette même nuit, nous avons entendu un coup sur le mur, puis le bruit du verre qui se brise. C'était la photo de mon grand-père, le clou toujours en place, mais la photo avait glissé vers la gauche du salon. Ma mère en a eu assez et s'est débarrassée du livre, mais les phénomènes ne se sont pas arrêtés. J'ai commencé à entendre mon prénom de plus en plus souvent. Je jurais que c'était ma mère qui m'appelait, même quand elle n'était pas à la maison. Une fois, j'ai entendu la voix de mon père, mais il dormait quand je suis allée le chercher dans sa chambre. Je me suis dit que c'était peut-être juste mon imagination d'enfant, jusqu'à ce que mes parents partent une nuit pour une séance de thérapie de couple organisée par notre église de 18h à 23h. J'étais seule à la maison, sans surveillance, ce qui me permettait généralement de regarder des films ou jouer plus longtemps aux jeux vidéo. J'ai fini de regarder X-Men en DVD dans le salon. J'ai éteint les lumières et commencé à regarder des vidéos sur mon iPod quand j'ai ressenti un frisson comme si quelqu'un m'observait. J'ai entendu des bruits et j'ai appelé mes parents pour qu'ils rentrent. J'ai vu les chaises bouger. Les chaises pivotantes de la cuisine proche du salon se sont renversées. La voix de ma mère s'est transformée en une horreur pure face à ce que je voyais, comme dans un film de Poltergeist. Puis mon prénom a été appelé. J'ai tourné la tête à droite et là, je l'ai vu du coin de l'œil gauche. Un esprit. Il ressemblait à ma grand-mère, mais j'ai vu trop de films pour croire que c'était elle. J'ai pris mes jambes à mon cou et couru dans la chambre de mes parents. Terrifiée, j'ai fait tomber le téléphone fixe. Il s'est cassé, j'ai verrouillé la porte et entendu des coups contre celle-ci. Après ce qui m'a semblé être la minute la plus longue de ma vie, tout s'est arrêté. Mes parents sont rentrés 9 minutes plus tard, à 21h, selon l'horloge électrique de mon père. J'ai fait des cauchemars après ça, des cauchemars terrifiants où d'autres versions de moi-même me poursuivaient dans une forêt de brume grise et me faisaient des choses horribles. Je ne vais pas entrer dans les détails pour garder cette histoire tout publique, mais après ces événements, mon oncle, qui est un chaman ou curandero dans notre culture mexicaine, a béni notre maison. Il a frotté des œufs sur nous et les jaunes sont devenus noirs. Le prêtre de notre église est aussi venu bénir la maison et nous n'avons plus eu de problème avec les esprits par la suite. J'ai retrouvé ce livre des années plus tard, mais en repensant à tout ça, je l'ai simplement brûlé. Je m'en suis servi comme bois d'allumage pour un feu de camp avec mes amis en 2017. Je me demande encore aujourd'hui quel était cet esprit, car je n'ai jamais eu de réponse après ces 14 années. Je n'aurais jamais dû m'arrêter cette nuit-là, et ce que j'ai vu m'a terrifiée. Il y a 5 ans, ma sœur a donné naissance à son 2e enfant. Comme son compagnon travaillait de nuit comme agent de sécurité, j'allais souvent chez elle les soirs où il était en service pour lui tenir compagnie et l'aider avec les enfants. Elle habite à environ 10 minutes en voiture de chez moi, donc en général, j'arrivais vers 17h. On dînait ensemble, je jouais un peu avec les enfants et je repartais entre minuit et 1h du matin, une fois que tout le monde était couché. C'était devenu une routine rassurante. On discutait, on regardait parfois une série, et je l'aidais surtout à calmer mon neveu, qui avait beaucoup de mal à s'endormir. Il pleurait souvent sans raison apparente, comme s'il ressentait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Je passais parfois plus d'1 heure à le bercer dans mes bras, à marcher lentement dans le salon plongé dans la pénombre, en espérant qu'il finirait par s'apaiser. Un soir, comme les autres, je suis partie à l'heure habituelle. Il devait être un peu après minuit. Je suis montée dans ma voiture, j'ai mis de la musique et j'ai pris la route en chantonnant. Je n'étais pas fatiguée, j'ai toujours été un oiseau de nuit et j'avais juste hâte de rentrer pour me détendre un peu après cette longue soirée. Le quartier où j'habite a 2 entrées principales qui mènent toutes les 2 à un grand rond-point. Je dois le traverser pour aller vers ma maison. Ce soir-là, en approchant du rond-point, j'ai vu une petite lumière qui clignotait sur la rue en face, juste de l'autre côté, une lumière blanche, vacillante, presque hypnotique. Elle semblait bouger rapidement, comme si quelqu'un la faisait danser dans l'obscurité. Je me souviens avoir dit à voix haute « C'est quoi ce truc ?» Et au lieu de tourner à gauche comme d'habitude, j'ai décidé d'aller tout droit pour voir ce que c'était. En m'approchant, j'ai ralenti. La lumière venait d'une lampe torche, tenue par un petit garçon agenouillé dans un coin de terre, juste à côté du trottoir. Il avait l'air d'avoir environ 4 ans, les cheveux blonds bien coiffés, une petite veste propre, et il semblait simplement jouer dans la terre. Il traçait des cercles avec la lumière, comme s'il cherchait quelque chose. Il était seul, à 1h du matin, aucun adulte autour,
aucun bruit à part le ronronnement de mon moteur. J'ai freiné doucement et je me suis arrêté juste devant lui. Ma fenêtre était déjà ouverte et il était du même côté que le conducteur, donc on était à quelques mètres l'un de l'autre. Je me suis penché légèrement, prête à lui demander ce qu'il faisait là tout seul, s'il avait besoin d'aide. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, sa tête s'est levée d'un coup avec une rapidité presque inhumaine. Il m'a regardé droit dans les yeux et là mon cœur s'est arrêté. Ses yeux étaient entièrement noirs, pas de blanc, pas de pupilles, juste 2 orbes sombres. Je les ai vus très clairement malgré la faible lumière. C'était comme si le monde autour de moi s'était figé. Il ne disait rien, mais son regard me transperçait. Il n'y avait aucune émotion sur son visage, juste ce silence pesant. Je crois qu'il m'a fallu 3 secondes pour comprendre ce que je voyais. Mon instinct a pris le dessus, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti à toute vitesse. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur, je ne voulais pas savoir s'il me suivait du regard. J'en ai parlé à mes amis et à ma famille, mais étrangement, ce n'est pas quelque chose qui m'a hanté. C'est comme si le lendemain je m'étais réveillée et que j'avais rangé ce souvenir tout au fond de ma tête, comme un rêve étrange qu'on oublie volontairement. Avec du recul, je pense que c'était ma façon de gérer ce que j'avais vu, comme si mon cerveau ne pouvait pas le supporter. Mais parfois quand je repasse par ce rond-point tard le soir, je ralentis sans m'en rendre compte et je regarde droit devant, juste au cas où. Ce n'est pas mon histoire, mais celle de l'arrière-grand-père d'un ami. Cette histoire se déroule à la fin de l'été, dans les années 1960, à Osceola, dans l'Ohio, une toute petite communauté agricole. L'arrière-grand-père de mon ami Bob possédait une ferme là-bas. Il cultivait du maïs, du blé, des pommes de terre, etc. Mais sa principale culture était le maïs, donc il avait un immense champ de maïs. Il était environ 2 heures du matin et Bob n'arrivait pas à dormir, alors il est sorti prendre l'air. Une fois dehors, il a remarqué quelque chose qui ressemblait à un enfant marchant dans le champ de maïs. Bob est alors rentré précipitamment, a pris son fusil à double canon et a réveillé l'ouvrier agricole pour avoir du renfort. Ils ont fouillé le champ de maïs pour essayer de trouver ceux qui se promenaient là-bas. Après un moment, ils n'ont toujours rien trouvé, alors Bob a dit à l'ouvrier de rentrer à la maison pendant qu'il restait sur le porche pour surveiller le champ. Puis, il regarde la route de gravier entre sa cour et la clôture menant au champ. Et là, debout sur la route, se trouvait une petite fille d'environ 6 ans, vêtue d'une robe blanche qui lui donnait l'air de sortir tout juste de l'église. Bob pensa que son esprit lui jouait des tours. Alors il essaya de s'allonger sur le canapé pour se reposer, tout en restant un peu alerte. Mais à peine 1 minute après s'être allongé, il entend frapper à la porte moustiquaire. Il s'approche, en trouve la porte principale, voit la petite fille et lui demande « Puis-je vous aider ?» La petite fille répond « Monsieur, je suis perdue et je ne sais pas où sont mes parents. Puis-je entrer dans la maison et utiliser votre téléphone ?» Bob se sentit mal à l'aise et lui dit qu'il pouvait lui apporter un verre d'eau et appeler ses parents s'il avait leur numéro, mais il ne se sentait pas à l'aise de la laisser entrer. Quelque chose clochait chez cette petite fille. Pourtant, elle insistait pour être celle qui appelle et leur parle. Bob lui dit alors « Jeune fille, il est 2 heures du matin et je ne me sens pas à l'aise de laisser une inconnue entrer dans la maison, petite fille ou pas. » La petite fille commença à s'agiter et dit « Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas laissé entrer et utiliser votre téléphone. » Surpris, Bob lui dit qu'il allait appeler la police pour qu'ils viennent la chercher afin de la mettre en sécurité et retrouver ses parents. Il referma la porte pour aller appeler et entendit quelqu'un frapper la porte comme un homme adulte. Il retourna voir, entrouvrit la porte à nouveau et réalisa que c'était la petite fille qui avait frappé. Mais cette fois, en la regardant, il vit qu'elle n'avait pas d'yeux. À la place, elle avait des orbes entièrement noirs. Bob attrapa son fusil, le pointa sur la petite fille et lui dit qu'elle devait partir. Alors la petite fille regarda droit dans le canon, puis leva les yeux vers Bob, lui fit un sourire narquois, gloussa et s'enfuit dans le champ de maïs avant de disparaître. Un ancien petit ami m'a recontacté récemment. On a parlé pendant des heures, comme si le temps n'avait jamais passé, et au détour d'un souvenir, quelque chose m'est revenu, quelque chose que j'avais enfui, volontairement ou non. Je crois avoir rencontré des enfants aux yeux noirs, il y a plus de 10 ans dans une zone rurale des Appalaches.
Ce souvenir m'a toujours laissé une sensation étrange, comme une ombre qui plane sans jamais se dissiper. Même si cet ami et moi sommes toujours en contact aujourd'hui, nous n'en avons jamais reparlé, pas une seule fois. C'était une nuit froide de novembre, entre 21h et 1h du matin. Nous étions dans un parc local, un de ces endroits un peu oubliés, avec des tables de pique-nique en bois usé et des cabanes fermées pour la saison. Je me souviens que nous étions garés près des bois. Le parc était désert. Nous n'avions rien à faire là. Le couvre-feu nous interdisait d'y être, mais à 17 ans, on se croyait invincible. Ce que nous faisions là, je vous laisse l'imaginer. Alors que l'heure avançait et que notre moment touchait à sa fin, une sensation étrange s'est installée. Pas juste un frisson, mais une véritable alerte intérieure. Mon ami était au volant. La voiture ne démarre pas. On a ri un peu nerveusement. Ce n'était pas la première fois qu'elle nous faisait le coup. On a continué à discuter, en attendant qu'elle daigne se réveiller. Puis soudain, à ma droite, côté passager, des lumières faibles ont commencé à apparaître entre les arbres. Pas des phares, pas des lampes de poche, des lueurs vertes et bleues, comme des bâtons lumineux qu'on trouve dans les fêtes foraines, mais il n'y avait rien de festif dans leur manière de bouger. Le sentiment d'angoisse s'est intensifié, presque suffocant. De la forêt ont émergé 4, peut-être 5 enfants, plus jeunes que nous, sans aucun doute. Ils semblaient avoir entre 7 et 11 ans. Leurs vêtements étaient simples, presque trop simples. Sweat à capuche, jean basket, mais ce n'était pas ça qui m'a frappé. Ils nous regardaient fixement sans cligner des yeux. Ils n'avaient rien à faire là. Les cabanes du parc étaient vides, fermées pour l'hiver. L'hôtel du parc était à plusieurs kilomètres. Il n'y avait aucun adulte, aucun bruit. Juste eux, sortis de nulle part, comme s'ils avaient été déposés là, par quelque chose d'invisible. Mon ami a baissé la vitre et leur a demandé ce qu'ils faisaient là, s'ils étaient perdus, où étaient leurs parents. Pas de réponse, pas un mot, juste ce silence pesant et ces regards qui semblaient sonder quelque chose en nous. L'un d'eux, un garçon un peu corpulent avec un sweat gris, s'est avancé lentement. Il s'est arrêté juste devant le phare, à quelques centimètres de moi. Je pouvais voir son visage, ses traits figés et ses yeux. Ils étaient complètement noirs. Pas juste sombre au bras, aucun blanc, aucune pupille. Mon ami a paniqué, il a verrouillé les portes d'un geste brusque et a murmuré « On doit partir ». Et comme par miracle, la voiture a démarré. Les enfants n'ont pas bougé, le garçon est resté là devant nous immobile. Mon ami a crié « Je vais t'écraser ». Le garçon a reculé très lentement sans quitter la voiture des yeux. Puis il a levé les bras et nous a pointé du doigt. Un geste simple mais chargé de menaces, comme s'il nous marquait. Nous sommes partis en trombe. Je ne me suis pas retournée, je n'ai pas voulu voir s'il nous suivait, je n'ai pas voulu savoir s'il était encore là, et depuis ce jour ce souvenir me hante. Je n'ai découvert le folklore des enfants aux yeux noirs que des années plus tard, et tout correspond, leur apparence, leur silence. Je ne sais pas ce qu'ils étaient, mais je pense qu'ils n'étaient pas humains. Un soir, je rentrais chez moi après une répétition tardive de chorale. Mon quartier était comme n'importe quel autre, des maisons proches les unes des autres, tout le monde se connaissait. Quelques amis de la chorale rentraient aussi à pied, rien d'inhabituel. Sarah est partie la première, Megan ensuite. J'étais la dernière à rentrer. Je le jure sur la tombe de ma grand-mère, sur le chemin du retour, 3 petits enfants sont apparus à environ 15 mètres. J'ai tout de suite remarqué qu'ils portaient des vêtements anciens. J'adore l'histoire, donc j'ai immédiatement reconnu des tenues d'époque. Ça m'a alarmée. Pourquoi serait-il habillé comme ça? Quand ils se sont approchés, heureusement grâce au lampadaire, j'ai vu qu'ils avaient les yeux noirs. J'ai dit heureusement parce que j'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas. J'ai eu si peur que j'ai traversé les jardins pour rentrer chez moi. C'était en 2008 au fait. J'avais 23 ans. Je travaillais à l'école mais pas comme surveillante. Bref, je suis rentrée après cette expérience complètement secouée et franchement flippée. Une semaine ou plus passe. Mes parents étaient très impliqués dans la communauté, très actifs dans notre église, Saint-Paul de Sellersburg. Tout ça s'est passé dans l'Indiana, une petite ville. Encore une fois, après l'école, heureusement cette fois, je n'étais pas seule. Sarah faisait partie des 3 dernières à partir. Un enfant petit, vêtu d'une robe, un peu comme une chemise de nuit, s'est approché de nous. Elle a parlé. « Excusez-moi, puis-je utiliser votre téléphone ?» Sa voix était étrange, ancienne, comme à l'époque du Titanic, je suppose, un anglais très daté. Sarah et moi nous sommes regardés, genre, cette fille est perdue.
On a vraiment eu l'impression qu'on devait l'aider, mais quand elle s'est approchée, je l'ai immédiatement reconnue. C'était la même que celle d'il y a quelques semaines. Terrifiée, je n'arrivais pas à parler. J'étais en train de faire une vraie crise de peur intérieure. J'entendais Sarah essayer de discuter avec elle pour l'aider pendant que je restais figée. Je balbutiais à Sarah, c'est pas normal, il faut partir. Mais je n'arrivais pas à la convaincre. Elle était déterminée à aider cet enfant. Elle lui demandait le numéro de ses parents, où elle habitait, dans l'espoir de la ramener chez elle. C'est à ce moment-là que la fille est vraiment entrée dans la lumière des lampadaires. Ses yeux étaient entièrement noirs, tout l'œil, et là Sarah a vraiment remarqué que ses vêtements étaient très anciens. J'ai attrapé Sarah doucement mais fermement, en la suppliant de partir. Depuis que cet enfant s'est approché, je savais qu'elle était étrange et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Sarah a vu mon regard terrifié et a compris qu'on était en danger. Toutes les deux, on entendait la fille demander de l'aide. Elle voulait appeler chez elle, elle était désespérée. Quand je me suis retournée, elle nous suivait pendant que je tirais mon amie. Je vous jure, c'était si effrayant que j'ai failli me pisser dessus. Sarah aussi a fini par comprendre qu'on était en danger. Elle a vu que cette chose n'était pas ce qu'elle prétendait être. Notre école était assez rurale. Les maisons sont souvent très éloignées les unes des autres. On a couru facilement sur un bon kilomètre jusqu'à chez moi. C'était la maison la plus proche pour se mettre à l'abri de cette gamine démoniaque. On a regardé par la fenêtre de l'étage, et pendant environ 1 heure, cette chose est restée dehors sur la route, immobile, calme, mais fixée sur la fenêtre d'où on l'observait, avec une expression terrifiante. Je n'oublierai jamais son visage, ni la peur que j'ai ressentie cette nuit-là. Sarah est restée dormir chez moi cette nuit-là. Le lendemain matin, bien sûr, on a cherché des signes de ce qu'on avait vu la veille, mais rien. La vie avait repris son cours. Ma mère a appelé les autorités au sujet de cet enfant qui nous avait suivis, mais rien n'en est ressorti. Ça s'est passé il y a un moment, mais j'y pense encore comme si c'était arrivé hier. Ce soir-là, j'étais avec des amis, on avait bu pas mal, et comme j'étais trop ivre pour conduire, on a fini chez un pote. Il devait être 3 ou 4 heures du matin. Tout le monde dans la maison était allé se coucher, et moi j'étais allongée sur le canapé, en train de somnoler. J'ai commencé à m'endormir quand j'ai entendu un petit coup léger à la porte, un tapotement discret, comme si quelqu'un hésitait à frapper. Je me suis redressée un peu confus et j'ai tendu l'oreille. Le bruit est revenu, toujours aussi léger. Curieux, je me suis levée pour aller voir. J'ai regardé par le judas de la porte et là, j'ai vu 2 enfants, petits, habillés avec des vêtements abîmés, des habits sales trop grands. J'ai cru que j'hallucinais à cause de l'alcool, mais mon ami avait des caméras de sécurité partout dans la maison. Alors j'ai regardé l'écran du moniteur. Et ils étaient bien là, toujours debout devant la porte. Je me suis approchée prête à ouvrir, pensant qu'ils étaient peut-être perdus ou en danger. Mais juste à ce moment-là, l'un des enfants a levé la tête vers la caméra, comme s'il savait que je le regardais. Et là, j'ai eu un frisson glacé dans tout le corps. Ses yeux, il n'y en avait pas. À la place du blanc des yeux, c'était entièrement noir, comme 2 trous sans fond. Il a murmuré quelque chose. Sa voix était étrange, presque mécanique, comme si elle ne venait pas d'un enfant. J'étais pétrifiée. Convaincue qu'il ne m'avait pas vue, je suis retournée sur le canapé, le cœur battant, en écoutant les petits coups répétés à la porte. Je suis restée là à fixer le moniteur jusqu'à ce que je m'endorme, je suppose. Le matin, mon ami m'a réveillée. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Évidemment, il pensait que j'avais rêvé ou que j'étais trop ivre pour distinguer la réalité. Mais il vit dans une zone assez isolée et son voisin le plus proche est à plus d'1 kilomètre. Il n'y avait aucune raison pour que des enfants soient dehors à cette heure-là. Je lui ai dit que moi aussi j'avais pensé que c'était bizarre, mais que j'étais sûre de ce que j'avais vu. Je lui ai demandé de vérifier les caméras, et là, surprise, la caméra qui donne sur la porte s'était arrêtée pile à ce moment-là, coupée. Mais sur une autre caméra, on me voyait clairement, debout devant le moniteur, avec une expression de choc sur le visage. Je sais ce que j'ai vu cette nuit-là. Je suis soulagée de ne pas avoir ouvert cette porte. Je ne suis pas du genre à croire aux histoires paranormales, mais là, je n'ai toujours aucune explication, et je ne veux pas en trouver une. Je préfère ne plus jamais revivre ça. Chaque fois que je suis seule tard le soir, j'y repense. Ce moment où l'enfant a levé les yeux vers la caméra, son regard vide, noir, sans vie, et cette voix. Je n'ai jamais entendu un enfant parler comme ça.